Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutri&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. On voudrait remercier notre partenaire Pharos. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres ? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Pharos intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abat. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga 3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché Pharos. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description. Salut tout le monde, bienvenue sur 1000% avec Nassim, ça va ? Ça va. Rincé après une journée de conférence. Ouais. Non, je plaisante. Je suis chaud, je suis à 1000%. On savait qu'il allait nous sortir un petit 1000%. Bah, direct, dans les 15 premières secondes. Magnifique. Donc, on a la chance d'être au sommet de l'hypersanté. Ouais. C'est vraiment magnifique d'avoir tous ces médecins, tous ces professionnels. C'est vrai qu'il y a du beau monde. Ouais. Et on se disait, finalement, est-ce que l'activité physique, elle devrait pas être au centre de ce sommet de l'hypersanté ? Je suis un peu biaisé, hein. Je suis pas le plus objectif, mais 100%. 100% que c'est la base. Et toutes les autres habitudes en découlent. Et je les appellerai pas accessoires parce que certaines sont très intéressantes, très importantes. Elles permettent d'avoir un levier réel, tu vois, sur la longévité. Mais il est clair que l'activité physique, c'est et ça restera le numéro 1, au-delà de tout. Donc, où tu vas en venir avec cette question ? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un sous-entendu ou tu vois, est-ce qu'il faut lire entre les lignes ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû plus en parler et peut-être que ce soit le premier sujet abordé, de dire bon, mais tout ce que vous allez entendre après, mis à part parler du sommeil, de la nutrition et parler sport, bon, voilà, ça c'est vos 90%. Le reste, ce sera entre guillemets accessoire et ce sera du bonus, quoi. Bah, ça, c'est une question que je me suis posée en préparant ma conférence et je pense que tu devrais rapprocher ton micro, sinon ils vont ils vont dire mais attends, mais on t'entend pas. Soyez gentils. 15 cm du micro. C'est une question que je me suis posée quand j'ai préparé la conférence. Je me suis dit, est-ce que je préface comme ça ? Est-ce que je dis bonjour, j'arrive en Messie, ce que je vais dire c'est le plus important, écoutez-moi, voilà, c'est moi. Mais d'une part, ça serait probablement irrespectueux pour les autres qui partagent du contenu qui est pertinent et qui est très intéressant. Et puis, je dirais que c'est peut-être pas mon rôle de venir me qualifier, me définir comme celui qui partage les habitudes les plus importantes. Je laisse ça aux personnes qui assistent aux conférences le réaliser par elles-mêmes. Du coup, nous, on a assisté aux conférences Ouais. et c'était notre réflexion de se dire que on sait qu'il va y avoir plusieurs éditions du sommet de l'hypersanté et finalement, de placer l'activité physique et le goût à l'effort pour une meilleure santé, pourquoi pas la mettre plus au centre du sujet. Et toi, tu avais une question, Pierre, la question finalement... C'est quoi un sportif ? Comment est-ce qu'on définit un sportif ? Et est-ce que je peux être un sportif sédentaire ? C'est une excellente question. Mais déjà, des sportifs sédentaires, je pense qu'il en existe beaucoup. Mais c'est vrai qu'en disant ça, je réponds pas à ta question de qu'est-ce qu'un sportif ? Tu sais que c'est une excellente question que je me suis jamais vraiment posée, hein, parce qu'on a tous notre définition du sportif, donc quelqu'un qui pratique une activité sportive plus ou moins régulièrement. Je sais pas d'ailleurs s'il y a une question de régularité dans la définition de ce qu'est un sportif. Est-ce que quelqu'un qui fait une séance par semaine est plus sportif que quelqu'un qui s'entraîne 2 ou 3 fois ? On s'est posé la question, nous aussi. Hein. Et vous avez là une réponse précise et plus ou moins universelle ? Non, mais il y a plusieurs paramètres, dont la fréquence hebdomadaire. Ouais. Qu'est-ce que tu préconiserais pour dire que tu es sportif ? Alors, peut-être que je ne parlerai pas en séance hebdomadaire, je parlerai plutôt en temps d'entraînement. Donc, par exemple, si tu passes moins de 180 minutes, ce qui fait 3 heures, moins de 180 minutes par semaine à faire du sport, une activité sportive, je vois pas comment tu peux être qualifié de sportif.
Après, où est-ce que je la sors cette stat? C'est vrai que je la sors un peu de mon derrière. Donc, Ouais, ça vient de sortir là. ça vient de sortir. 5 il y aura- minutes. Ouais, vraiment, c'est basé sur mon expérience et de l'idée que je me fais d'un sportif. Mais c'est une excellente question à laquelle j'aurais pas réellement de définition complètement définitive. Et je crois que c'était Fabrice Kuhn, c'est un médecin du sport qu'on avait interviewé, qui nous disait qu'au-delà de 4 heures assis, tu pouvais te considérer comme sédentaire dans ta journée active. Alors, est-ce que sportif sédentaire, c'est un abus de langage ou vraiment c'est quelque chose qui existe réellement? Parce que les deux sont quand même relativement opposés. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est la réalité. On vit dans une société qui nous pousse à moins bouger. Complètement. Ouais. Et donc finalement, on devient sédentaire par la force des choses. D'où l'activité physique et l'effort, déjà d'être conscient de ça et de consciemment faire un effort contre ce qu'on nous propose en fait dans nos journées type. Ce qui n'était pas le cas peut-être il y a 50 ans, 100 ans, voire un siècle. Ouais, on n'était pas contraint à rester, enfin contraint le mot est fort, mais on n'était pas contraint de rester 4 heures assis dans la journée. Parce que finalement le sport, c'est juste essayer de limiter la casse en fait en vrai. Absolument. Absolument. Vous passez 4 heures assis dans la journée? Aujourd'hui, oui. Je crois que moi aussi. Hein. Ouais. Bah après, nous, on a la chance d'être kiné et de debout. pouvoir être en mouvement, de pouvoir accompagner les patients. On essaie de donner l'exemple aussi. Donc, tu vois, on a cette chance de ne pas être assis au bureau. Bien sûr. Mais par contre, on soigne ces gens-là, tu vois. Ouais. Mais être sportif, moi, je pense que il faut que ta semaine, je retourne, hein, je pense qu'il faut que ta semaine soit rythmée par des sessions d'entraînement. Et il faut que ça fasse partie de ton quotidien. Donc, au moins tous les jours, il doit y avoir quelque chose qui te fait bouger avec une intensité certaine. Parce que est-ce que faire, tu disais 180 minutes de sport, mais si je vais faire 20 minutes de footing lent tous les jours, est-ce que je suis sportif? Avec ma serviette derrière le cou comme ça. Parce que là, on parle de sport et de longévité. Si on regarde les zones bleues, c'est pas des gens qui font des squats. Il y en a qui soulèvent des charges lourdes, mais pas de partout. La plupart de ce qu'on voit, c'est finalement une activité quotidienne chez ces populations. En fait. C'est du mouvement. C'est du mouvement, mais tout le temps. Ouais. Ça fait le jardinage, ça va à l'église qui est en haut du village, ça monte les escaliers. Tu vois, ça porte l'eau, ça porte... Donc tu vois, ça pose question, parce que c'est vrai qu'on parle de longévité. C'était très intéressant ce que tu as dit en conférence, qu'on fait jamais trop de musculation, trop de cardio, c'est jamais trop. Mais finalement, les exemples de zones bleues, ils n'avaient pas des salles de muscu, ça faisait pas du crossfit, ou tu vois. Est-ce qu'on serait pas tombé dans une démarche excessive ou extrême pour justement, comme tu le dis, contrecarrer les effets néfastes de l'immobilisme ou de l'immobilisation, avec justement un désir de, comme je l'ai dit moi-même dans la conférence, de pousser les potards au maximum sur la musculation ou sur l'endurance. C'est une question ouverte, hein. Je n'ai même pas la réponse. Mais tu vois, le fait de parler de la zone bleue, c'est très intéressant, parce que je ne l'avais pas envisagé de cette façon. Et comme tu le dis, ils ne vont pas faire des squats... Ni de marathon. Ni de marathon, totalement. Et ils s'en foutent pas mal de leur VO2 max. Et pourtant, ils ont l'espérance de vie la plus importante. Ça on verra dans 80 ans aussi. Peut-être qu'il y aura des gens qui aura. Oui. On verra l'exemple de. Là, c'est moderne le sport. Au final, ça fait pas très longtemps. C'est vrai qu'on n'a pas le recul que les gens Nassim, se mettent à aller à une salle de sport, oui. Qui fera ses squats à 80 ans. Ouais, qui fera son marathon à 80 ans. Ouais. Et ça, c'est une des questions qu'on a soulevées sur ta conférence. On a lu Peter Attia, qui est, tu vois, qui a sorti un livre Hot Live qui est magnifique. Et il reprend ce que tu dis, c'est-à-dire se placer des objectifs. C'est plutôt moi qui reprends ce qu'il dit. Oh, ok. Parce que ça fait partie des sources que j'utilise pour documenter ce que je dis, hein, clairement. Ok. Donc tu te bases sur sa question, qui est une question fondatrice, pour moi comme pour tout le monde ici à 1000%, qui est de quels sont les objectifs de vie que je me place pour mes 10 dernières années. Ah, moi, ça m'a chamboulé, ça. C'est exactement ça. C'est exactement la question que tout le monde devrait se poser. Et de faire cet effort-là, ça permet de rétroactivement, justement, adopter les habitudes nécessaires qui nous permettent d'atteindre cet objectif. Et moi, je me suis réellement posé la question, c'est-à-dire que je m'imagine à 80 ans, avec mes enfants, peut-être même mes petits-enfants, ou en tout cas mes proches, qu'est-ce que j'ai envie de faire à cet âge-là?
Est-ce que j'ai envie qu'on s'occupe de moi de la même manière que mon entourage et ma famille s'occupent de ma grand-mère, par exemple, qui a 85 ans, qui a perdu en autonomie parce que justement, elle s'est fait une fracture à la hanche pendant le Covid, donc c'était il y a 5 ans. Et comme je le disais dans la conférence, quand tu es immobilisé à cet âge-là, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et son état de santé s'est dégradé à la vitesse de la lumière. Et quand je m'imagine plus tard, je veux être dans un cas de figure où mon autonomie sera presque complète. Et je pense que évidemment, ça passe par une pratique de sport de résistance et de sport d'endurance le plus régulièrement possible. C'est facile à dire dans mon cas de figure parce que ça fait partie de mon métier. Mais cela dit, c'est un peu les impératifs que je me fixe. Et même la réflexion que tu disais, Pierre, toi tu prenais une stat des personnes à 60 ans qui se faisaient une fracture. Ouais. Je me souviens plus exactement de la stat. C'était que tes chances de survie étaient divisées par 2, grosso modo. Parce que dans les 15 années, enfin, c'est plutôt, si tu te fais une fracture à 60 ans, dans les 15 prochaines années, tu as 2 fois plus de chances de mourir que si tu ne t'étais pas fait cette fracture. Et à 80 ans, c'est... j'imagine même pas. Le risque de le fait de survivre est très très compromis. Ouais. Oui. En tout cas, le déclin physique, ça, tout le monde peut le concevoir, mais il y a aussi un déclin cognitif qui est monstrueux, lié à l'alitement et Ta réflexion est exacte. Je pense que toi tu parlais, sous-estime, tu parlais de 60 ans et Pierre a dit et à 80 ans, c'est un désastre. Ouais. Ah oui, c'est fini. Enfin, c'est fini. C'est pas fini. Il y a de l'espoir, mais en fait, c'est juste que... On se rend pas compte à quel point notre corps est fait pour être stimulé, pour bouger, s'adapter, surcompenser, créer des capacités. Complètement. Mais il y a aussi à l'inverse cette capacité de désadaptation. Et donc une fracture entraîne une immobilisation qui fait qu'il y a une atrophie musculaire, un isolement aussi psychologique. Et voilà, c'est ça. Très compliqué. Et comment on évite la fracture? Je pense que Peter Attia aussi en discute beaucoup, justement avec le développement de la masse musculaire. Parce que quand on perd son équilibre et qu'on n'a pas de muscles sur le bas du corps, c'est très compliqué de se retenir. On n'a aucune capacité à produire de la force en excentrique. On tombe plus facilement, tout simplement, et on se fracture plus facilement. Et la mise en charge stimule la synthèse de la trame osseuse. En plus. Au-delà de tout ça, donc... Ouais, en plus, ouais. Oui, il parle d'exosquelette. Ouais. Ça, c'est magnifique. C'est bien dit, ça. C'est une armure. C'est bien dit, ouais. Donc, les auditeurs, allez-y. Créez-vous une armure comme Nassim, là. Tu connais Iron Man? Non. Nous, voilà. Notre exosquelette, c'est le muscle. Ouais. C'est une musculature, c'est une armure vivante, en fait. Mais tu vois, pour en revenir un peu au sommet de l'hypersanté et à la conférence, les gens commencent à bien comprendre que le muscle, c'est important. Tu vois? Je pense que, comparé à 20 ans en arrière, la masse musculaire, on était un petit peu moins... Enfin, le grand public était un peu moins chaud à accepter que c'est vraiment un atout pour la longévité. Là, je pense que c'est un peu plus rentré dans les mœurs. Maintenant, la prochaine étape, ce sera de réellement mettre des choses en application pour justement développer ces qualités-là. Ce qui, à mes yeux, n'est pas forcément le cas. C'est encore un peu timide. Pourquoi? Parce que c'est dur, hein. Parce que c'est dur et qu'on préférerait s'en remettre à des remèdes qui sont un peu plus simples et plus rapides. Tu peux pas tricher. Tu peux pas tricher. Tu peux pas mettre un panneau de lumière rouge devant toi et te dire bon, c'est ça qui va me permettre. Il n'y a pas de Magic Pills ou... Il n'y a pas de Magic... non, il n'y a pas de Magic Pills. Donc c'est dur, ouais. Comme tu le dis, c'est difficile, ça demande du sacrifice et ça demande d'être prêt à avoir mal, en fait. Et ça, tout le monde n'est pas encore prêt à le supporter. Mais je suis convaincu que ça va venir petit à petit. Ou pas. Je sais pas si, désolé de te couper, je sais pas si vous suivez aussi un petit peu les débats qu'il y a sur le futur du sport, le futur du fitness. Et c'est des débats qui sont souvent amenés par la perte de gras et ce qui se passe avec Ozempic, etc., outre-Atlantique. Je sais pas si vous suivez un petit peu ce genre de choses. Mais on en a discuté et je pense que c'est un prisme de muscu, tu vois. Éclaire-nous. Ouais. En fait, là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, tu parlais de Magic Pills. Ozempic, pour la perte de poids, ça agit un peu comme Magic Pills. Okay. Donc c'est un traitement qui est à la base donné aux diabétiques, qui a été un peu dévié de son utilité. Catastrophe. Ah oui, d'accord. Et du coup, c'est un suppresseur de faim, ça agit sur la suppression de la faim. Et des personnes qui sont en bonne santé et en bonne condition commencent à prendre ça pour perdre du poids plus facile, perdre du poids, parce que ça détruit la masse maigre aussi, pour perdre du poids plus facilement, plus rapidement.
Et il commence à y avoir des discussions autour de plein de professionnels de la santé qui disent « Ouais, mais pour les personnes obèses, au lieu de se mettre au sport, est-ce que ce serait pas plus simple de prendre justement ce genre de produit ? Parce que c'est un raccourci intéressant et les potentiels méfaits de ce produit-là, ils sont sûrement moins importants ou moins sévères que les méfaits liés à l'obésité. Et qui nous dit que dans 10 ans, on n'aura pas la même chose pour la prise de muscle ? Au lieu de passer sa vie à la salle, au lieu de s'entraîner, on n'aurait pas quelque chose du même acabit que l'Ozempic pour faciliter la prise de muscle, et ce qui encouragerait les gens à ne pas justement prendre les bonnes habitudes d'entraînement. Mais il y a déjà ces réflexions-là sur des sucre, des gens qui veulent faire des molécules que tu vas ingérer pour imiter les effets de l'activité physique et sportive en disant si le sport ça te fait sécréter de la GH ou sans parler de dopage, tu vois, mais de recréer les effets de l'activité sportive. Sauf que les gens, ils comprennent pas que c'est pas juste, il y a un message chimique, mais il y a un stress mécanique que tu peux pas tricher, tu peux pas reproduire. On va à chaque fois faire des courts-circuits sur le truc. C'est comme qu'est-ce qui pourrait me faire mieux dormir que juste prendre le temps et c'est pas le meilleur matelas, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci, tu vois, mais ça me fait penser sur la gestion de la glycémie. Glucose Goddess, qui est un livre d'ailleurs, je pense, très intéressant pour l'ensemble de la population. Mais elle propose aussi des mesures comme le vinaigre de cidre, tu vois. Le propos, c'est pas de lisser le pic glycémique, mais c'est de manger moins de sucre. C'est manger moins de produits transformés. Ça, c'est la vérité. Le vinaigre de cidre, pourquoi pas en adjuvant, en complément. Mais le problème, c'est de présenter plusieurs solutions et les gens vont choisir la facilité et on revient au goût de l'effort. Je me demande vraiment si ce genre de choses, c'est pas son entourage professionnel qui l'encourage à partager des choses un peu plus marketing, tu vois, qui sont faciles d'utilisation, comme le vinaigre de cidre. Alors que, comme tu l'as dit, on s'en fout un peu. Ce qu'on veut, c'est vraiment limiter la quantité de sucre et des aliments transformés. Je me demande si la connaissance, je la connais pas, mais elle a tendance à beaucoup se reposer sur des ressources scientifiques. Je me demande si on lui a pas dit « Non, mais tu ferais bien d'ajouter ça pour plaire aux personnes qui ont besoin d'un remède assez rapide, etc. » Alors moi, j'ai lu son bouquin et je crois que c'est suite à une expérience personnelle, en fait. Tu sais qu'elle se testait, en fait, avec des tu vois, les petits capteurs avec des capteurs de glycémie. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle a mis ça en place, en fait. Et toutes ces mesures, qui sont d'ailleurs très, très intelligentes, que moi, j'utilise pour la gestion de la glycémie, tu vas manger des sucres plutôt en dessert que en collation. Avec des fibres pour lisser, pas toute seule, avec des lipides. Mais ça vient d'un autre spectre encore, tu vois. Parce que je t'ai écouté sur tes vidéos parler de nutrition, et c'est vrai que la charge glycémique que tu t'autorises, c'est une charge glycémique qui est en rapport avec ton activité physique. Absolument. Tu vois. Pour l'anabolisme. Absolument. Tu vois. Totalement. Et ça, c'est pour le comprendre, tu vois. Si quelqu'un arrive avec un manque de connaissances, de pas saisir exactement, ça fait beaucoup de lucide, tu vois. Moi qui me suis comparé avec ce que moi j'ingère tous les jours, j'ai vu une différence, tu vois. Mais t'as vu, on en revient à un truc, c'est l'activité physique. Tu vois, tout ça tourne au final autour de ta fréquence d'entraînement, ton intensité, etc. Donc la boucle sera bouclée en disant que oui, probablement que l'activité physique, c'est le truc le plus important pour la longévité. Et peut-être que ça aurait dû être la préface de ma conférence, mais tu vois, on y va petit à petit. Ouais, on se la fait là. Ouais, voilà. Tu vois, juste pour revenir sur cette question, c'est quoi être un sportif ? Ouais. Est-ce qu'on n'y a même pas répondu ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc ? Peut-être les profils. Est-ce qu'il n'y a pas un mental ? Est-ce qu'il n'y a pas un mental aussi ? Est-ce que dans sa tête, est-ce qu'on se dit qu'on est sportif, tu vois ? Mais réellement, est-ce que on prend la responsabilité d'être sportif, de faire l'effort, d'être la discipline, la cohérence dans son entraînement ? Tu vois, c'est aussi un mindset, tu vois, d'être sportif. Complètement. Tu sais que pendant très longtemps, moi-même, je me suis pas considéré comme sportif parce que j'associais ça, dans ma jeunesse, on va dire, à des qualités que je ne remplissais pas. Qui étaient athlétiques. Qui étaient athlétiques. Absolument. Et moi, j'ai découvert le sport vraiment avec la musculation. Avant ça, je faisais pas de sport. Ma mère m'a inscrit au foot quand j'étais petit. J'ai dû faire un entraînement et j'ai dit ciao.
J'ai pas fait d'autres sports pendant toute ma vie. Donc j'ai mis très longtemps à me considérer comme sportif. Parce que comme tu le dis, j'associais ça avec d'autres qualités. Et puis j'associais peut-être ça accessoirement à l'aspect compétition et performance, des choses qui me concernaient pas forcément en musculation dans ma recherche d'hypertrophie. Tu vois, ça a changé un petit peu avec le temps. Mais quand j'ai commencé la musculation, en tout cas, c'était pas au cœur de mes préoccupations. Compétition et performance. Des choses qui sont aussi pour moi associées au sport. Mais sans, là maintenant, on discutait de la fréquence, etc. Mais ça, on pourrait en discuter longtemps. Non, visiblement, on n'a pas forcément de réponse. Mais est-ce qu'on peut, par contre, mettre des profils type pour les auditeurs de sportifs débutants, intermédiaires et avancés? Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu considères être un sportif débutant, intermédiaire et avancé? C'est sûr qu'il y aura différents marqueurs, notamment celui de l'endurance, système cardiovasculaire d'un côté et tout le système de force de l'autre côté, les deux étant forcément complémentaires, mais qui ne requièrent pas les mêmes qualités physiques. En fait, si on reste très pragmatique, tu l'as dit, on pourrait qualifier un sportif de débutant, confirmé ou avancé, juste avec ces deux marqueurs-là, c'est-à-dire VO2 max et la force. Et la force, en général, quand on regarde les études scientifiques, c'est sur le bas du corps, c'est analysé sur la presse à cuisse, bête et méchant. Et sur le haut du corps, ça dépend. Parfois, c'est avec du développé couché. D'autres fois, j'ai déjà vu aussi du tirage vertical. Mais on a quand même des marqueurs qui sont assez clairs, avec un classement qu'on peut établir. Donc, tu t'imagines bien que si tu fais 10 reps à 40 kg à la presse à cuisse, tu seras peut-être dans les 25% les moins forts. Ce qui permettrait de te qualifier de sportif débutant ou avancé ou confirmé ou expert. Est-ce que ça, tu l'utilises dans ta pratique d'accompagnement? Est-ce que tu as... Ouais, je pense que c'est sur ça qu'on veut te mener, c'est finalement comment tu évalues le patient, ou je sais pas si tu dis patient, mais le client en tout cas. Je dis pas patient, je dis le client. Ouais, j'ai une salle de sport à Lyon où on est complètement réservé au coaching personnalisé. Donc tu vois, on peut avoir une vraie approche personnalisée qui est costaud. Et au tout début, leur première séance, c'est justement de leur faire passer des tests pour évaluer leurs conditions physiques. Donc à partir du moment où une personne a la capacité de faire du rameur pendant une dizaine de minutes et de faire de la presse à cuisse, ce que je veux dire par là, qui n'a pas de pathologie, pas de douleur, etc. On lui fait passer un test et on va lui dire, OK, par rapport à ta tranche d'âge, voilà où tu te trouves. Et dans 3 mois, on va essayer de grappiller un petit peu les échelons pour que tu gagnes non seulement en conditions physiques, mais aussi tous les objectifs accessoires qui te concernent, comme par exemple la perte de gras, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, pardon, perte de gras, et amélioration de la santé en général. Donc oui, j'utilise vraiment ces tests-là avec les personnes que je suis. Et tu pourrais nous donner un exemple concret de test, par exemple, pour que les gens puissent se profiler et se dire, bon, ben là, demain, je vais à la salle. Absolument. Alors, ils ont 1 heure avec nous pour la première séance, typiquement. Donc, on va prendre mensuration et photo. Donc ça, c'est un petit peu les variables qu'on va garder pour la fin. Et puis ensuite, ils vont faire 2 km sur hammer. On peut estimer la VO2 max avec un 2 km sur hammer. Tu sais, il y a un petit calculateur sur le site Concept 2. Et donc, pareil, il y a des échelles qui sont super intéressantes. J'ai fait le test moi-même en parallèle avec un vrai test VO2 max dans en médecine des sports, en médecine du sport. Et franchement, c'est pas si éloigné que ça. Donc, on utilise ça à condition qu'ils aient pas de contre-indication. On fait de la presse à cuisse, de la presse inclinée à 45 degrés. On fait du développé militaire. On fait du développé couché. Et on fait du tirage vertical. Et puis après, en fonction des profils, on peut avoir un petit test de souplesse aussi. Tu sais, je ne sais pas comment il s'appelle, celui où tu es assis par terre avec les jambes tendues, où tu vas pousser la petite planche. Là. On fait ces tests-là, parce que d'une part, c'est ludique, et c'est pas mal de pouvoir annoncer au client, OK, voilà, là, tu as ce chiffre-là, on va essayer de l'augmenter de telle façon pendant 3 mois. Et puis nous, ça nous permet d'avoir des choses concrètes qu'on ne retrouverait pas dans d'autres salles de sport, par exemple. Et tu te réfères à ta propre data ? D'avoir testé, d'avoir analysé beaucoup de personnes? Non, pour la presse à cuisse, par exemple, on a vraiment des données en fonction de la tranche d'âge, qui sont faites, c'est des ressources scientifiques que tout le monde peut trouver. Si c'est publié où ce podcast, si tu veux, on met ça en description. De partout. Voilà, parfait. Si tu veux, on peut mettre ça en description. Il y a alors, à ma connaissance, il y a test pour presse à cuisse, il y a test pour développé couché. Il n'y a pas test pour développé militaire, mais on fait une espèce d'équivalence, tu vois, avec. Et on s'en sort comme ça. Et est-ce que c'est un rapport avec le poids de corps, par exemple? Est-ce que tu pourrais nous donner une échelle? Non, dans les études, il n'y a pas de rapport avec le poids de corps. Il y a juste tranche d'âge.
Ok. Donc, par exemple, les personnes de 35 ans vont en moyenne faire 10 reps à 150 kg. Enfin, je dis des bêtises, hein, mais c'est juste en fonction de la tranche d'âge et pas du poids de corps. Ok. C'est les limites du truc, mais tu vois, bien sûr. ça permet d'avoir une base de travail qui reste quand même un peu intéressante. Ok. Donc ça, c'est l'évaluation. Ouais. Et sur une VO2 max, c'est peut-être plus simple parce que. Comment tu testes la VO2 max? Combien de reps à combien de kilos pour quelqu'un de 35 ans? Enfin, je comprends que t'aies pas les chiffres, mais tu vois, sur une VO2 max, qu'est-ce qui te semble être une VO2 max de débutant? Parce que là, du coup, ce sera, quel que soit le poids, la taille et l'âge, débutant, intermédiaire ou confirmé. Qu'est-ce qui te semble être les fourchettes? Ou ça peut être sur un test de 10 km de course. Hein. Il y a quand même un rapport avec l'âge. Hein. Forcément. Il y a quand même un rapport. 70 ans. Mais bon, oui, pour te considérer expert et demander que tu aies 60 de VMA à 70 ans, on est d'accord. Mais on va dire sur la tranche d'âge, on va exclure des gens, désolé, mais comme ça, on cible, on va dire de 20 à 40. Tu vois, j'allais dire en dessous de 30 pour moi débutant. Entre 30 et 50, c'est une grosse fourchette, mais je vais quand même on pourra la préciser un petit peu après. En dessous de 30 débutants, de 30 à 50 expérimentés, au-dessus de 50 experts. Pour 60 de VMA, c'est ça que tu veux dire? Ah non, tu parles de... Pardon, je parle de VO2 max. Oui, ok. Je parle de VO2 max. Hein. Et tu utilises le coupler? Tu disais aussi, tu as parlé de ça en conférence? Ouais, mais ça, c'est plus compliqué en coaching. Ah ouais. Parce qu'on est dans une salle de sport. Donc, il faut quelque chose qu'on puisse faire dans la salle de sport. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Okay. On a un tapis de course aussi, mais en fonction des profils, tu vois, c'est des fois difficile de pouvoir courir. Ouais. Parfois même peut-être un peu plus difficile que de tirer. Ils sont pas habitués. Au tapis. Exactement. Pas évident. Donc, on reste sur le rameur et franchement, ça fonctionne bien. Tu vois, c'est intuitif que le cœur soit lié à notre longévité. Ouais. Mais finalement, tu as aussi super bien exprimé le fait que la VO2 max, c'était un outil de mesure longévité. Pourquoi, Nassim? Comment ça? Si tu peux nous refaire ce que tu nous as fait en conférence, comme quoi c'était vraiment un outil fiable en fait pour tu nous as décrit en fait le top 25 qui allait lisser en fait. En fait, il y a une relation qui est complètement linéaire entre la VO2 max et le risque de développer virtuellement toutes les maladies. Quand je dis toutes les maladies, c'est diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives, tout ce qui concerne le métabolisme. Donc vraiment, il y a une relation linéaire. Donc plus la VO2 max est haute, moins tu as de chances de développer ces maladies. Et c'est fantastique, parce que la linéarité du truc en fait quelque chose de très prédictible au final. Donc tu peux faire des prédictions qui sont très très précises en fonction de ta VO2 max, ton âge et le déclin que ça peut avoir au fur et à mesure de l'avancée de ta vie. Donc c'est pour ça que, tu sais, tout à l'heure dans la conférence, j'ai dit lequel était le plus important ? Condition cardio-respiratoire ou masse musculaire. Je pense que la condition cardio-respiratoire, étant donné que la VO2 max, c'est quelque chose de plus facilement estimable et plus précis que la force sur différents groupes musculaires, je mettrais quand même la condition cardio-respiratoire en premier. Juste pour ça. Juste pour la linéarité de la relation linéaire entre VO2 max et risque de développer ces maladies-là. Oui, parce que si concrètement, quel que soit le sport que tu fasses, si finalement tu sors de chez toi et tu peux pas faire une centaine de marches sans faire 3 pauses et être essoufflé, absolument. Est-ce que tu es vraiment un sportif complet? Parce qu'on peut avoir le débat sportif de force. C'est sûr que si tu es un haltérophile, de dire que tu n'es pas sportif, non, mais est-ce que tu es vraiment complet? Il y a le terme hybride, mais là, c'est plus être complet, c'est vraiment ça la clé, je pense. Ouais. Mais c'est super intéressant, Nassim, parce que de ce qu'on a compris de la conférence, c'est que pour toi, c'est quand même une prise de conscience récente, en fait. Ce travail de ta condition cardiovasculaire, d'augmentation de ta VO2 max, comment tu pourrais nous partager cette prise de conscience? Ouais, c'est assez récent. Le fait d'être plus familier à la VO2 max depuis plusieurs années maintenant, et que ce soit encore une fois aussi précis, du coup, ça m'a permis de mieux visualiser ma propre progression et où j'en étais sur cette échelle de risque de développer ces dites maladies. Donc probablement que s'il n'y avait pas un indicateur, un marqueur aussi précis, peut-être que ma réalisation aurait pris un petit peu plus de temps. Tu vois, on est tous au courant que avoir du cardio, je mets des gros guillemets, c'est important pour la santé, mais on ne sait pas à quel point.
avec la VO2 max, on a vraiment quelque chose de chiffré qui nous permet de nous mettre dans une certaine catégorie. Et cette catégorie est associée avec plus ou moins de risque de développer des maladies. Donc c'est tout simplement ça. Après, il y a une autre pièce du puzzle, c'est que bon, je fais de la muscu depuis 18 ans. Ça fait très longtemps que je prends plus de la masse musculaire. Logique, hein. Ça, c'est incroyable, ça. Bah ouais, mais on dit J'aimerais être comme toi, en fait. Après, j'ai au prime. J'ai charbonné pendant quand même pas mal de temps. Ça fait peut-être quoi, une dizaine d'années, 8-10 ans que je prends pas de muscles. Donc forcément, ça m'encourage à explorer d'autres manières de m'entraîner et d'autres manières de me dépasser, même si je me dépasse toujours en musculation, évidemment. Et du coup, l'entraînement en endurance, forcément, on est obligé d'y mettre le nez dedans et de savoir ce qui est aussi bon là-dedans. Et de revenir au statut de débutant. Tu reprends aussi du plaisir à voir ta progression, alors que tu as stagné pendant un petit moment sur la musculation. Il y a quelque chose de très grisant dans la progression. Et quand on est débutant, c'est clair que quand on fait les choses bien, on peut progresser très vite, littéralement toutes les semaines. Et c'est clair que niveau motivation, ça en met un coup qui t'encourage à continuer. Et c'est un cercle vertueux, parce que tu continues à progresser, donc tu as moins envie d'arrêter, etc. Complètement. Ouais. Après, quand tu es avancé, pour progresser sur ton spectre musculation, peut-être l'investissement que ça va te demander en termes d'efforts, de charge, de récupération, de risque de blessure, est-ce que ça vaut vraiment la peine passer un certain stade quand tu es très avancé et à contrario de partir sur une autre qualité physique comme toi tu as fait, partir sur du travail d'endurance, où là au final avec on va dire un investissement qui est bien moindre, parce que pour gagner 5% en force et masse musculaire et le travail que ça va te demander, mais pour gagner 20% en cardiovasculaire, c'était, je vais pas dire facile, mais... Tu peux dire facile, hein, parce que c'était clairement le cas. Donc oui, je te rejoins 100% sur ça, clairement. Et puis tu rajoutes à ça, faut dire ce qu'il y a, hein, le fait que ce soit aussi populaire maintenant d'associer un travail de résistance et d'endurance, c'est génial, hein, tant mieux. Je suis jamais contre les modes, tu vois, parce que je suis persuadé que ça apporte toujours des bonnes choses. Bah, forcément, ça m'encourage aussi à continuer dans cette voie-là. Et donc maintenant, je me vois pas ne pas faire de travail d'endurance. Et finalement, le fait qu'on se dirige tous vers du hybride, hein, je pense que tous ici, on est en train de se diriger vers ça. C'est juste parce qu'on vieillit. C'est une bonne remarque, peut-être. Hein. Peut-être. Après, selon moi, il y a aussi le fait de ne plus avoir la peur que le travail en endurance fasse des interférences. Détruise carrément. Hein. Ouais. Détruise carrément le travail que j'ai fait en résistance. Mais ça interfère. Ça interfère. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pendant très longtemps, j'étais persuadé que ça allait complètement détruire mon travail en résistance. Ça interfère, ça dépend. S'il y a un bon temps de repos, ça dépend encore de l'intensité de tes entraînements. Enfin, je sais pas comment. Et ça dépend le niveau que tu aspires à avoir. C'était Fabrice Kuhn qui disait qu'il fallait 12 heures. Je vous invite à écouter l'épisode avec lui. Il faut 12 heures entre un entraînement d'endurance. Je fais l'endurance le matin et il faut que tu aies... peut-être moins. Peut-être au moins 6 heures. En gros, les 2 entraînements passent dans la journée, si c'est bien câblé, et si tu fais pas un entraînement de force max et si tu te massacres pas à la course. Quoi. Complètement. Voilà. En fait, je trouve que c'est ça le facteur limitant. Tu vois, c'est pas les séances en elles-mêmes. C'est matin-soir. C'est vraiment l'aspect récupération. Oui. Et que les seules phases où je me suis entraîné 2 fois par jour, j'étais un moine. Hein. C'est-à-dire que je me couchais à 22h, je mangeais parfaitement, je faisais vraiment très 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 attention à ma récupération. Et ça passait bien. Mais parce qu'encore une fois, pour moi, c'est un peu un cas de figure particulier parce que ça fait partie de mon métier. Limite, mes entraînements, ça rentre dans ma journée de travail. Donc forcément, j'ai moins de contraintes que quelqu'un qui aurait un travail un peu plus classique et qui devrait caler 2 entraînements par jour. Tout ça pour dire que maintenant, je suis convaincu que les deux peuvent être combinés de manière relativement intelligente, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Avant, j'avais la phobie du cardio. Mais pour progresser, il faut 2 fois plus d'investissement quand même pour progresser sur ces 2 spectres-là. Et oui. Ça demande un investissement qui est quand même conséquent. C'est chronophage, mais comme jamais. C'est vraiment, vraiment chronophage. Et tu considérerais qu'il faudrait combien de... on va venir peut-être sur l'entraînement, de voir le minimum qu'il faudrait
en volume pour progresser par exemple sur de la course à pied par semaine et le minimum en volume qu'il faudrait pour progresser sur un groupe musculaire par semaine. Ok, Nassim, on veut le top 10 là. Ouais. Ça déjà c'est traître parce que tu vois, personnellement, je ne suis plus attaché à développer ma masse musculaire mais à la conserver. Ouais. Et là tout de suite la Oui, discussion elle est totalement différente. Oui, parce que pour optimiser. maintenir, c'est pas le même investissement que pour c'est progresser. Optimiser, construire, conserver. Bien joué. Très bien joué. Les 3 mots-clés de la conférence de Nassim. Très bien joué. Donc vas-y, repose-moi la question. Quel est le volume minimal pour prendre du muscle par semaine? Oui, pour de l'anabolisme, pour prise de masse musculaire, quel volume minimum il faut par semaine en termes de, par exemple, de séries efficaces? Je pense qu'on peut parler comme ça. Je sais pas si tu es OK pour qu'on dise ça. Ouais, combien de séries efficaces est-ce qu'il faudrait par semaine? Peut-être définir ce que c'est une série efficace. Parce que si je fais mes 3 fois 10 pompes, est-ce que c'est 3 séries efficaces? Non. Voilà. Non, clairement pas. Et la question, c'est pour développer un maximum de muscle ou pour commencer à développer du muscle? Bah, ça peut être. On est 1000%, Nassim. Voilà. Non, mais il faut on veut y aller. On veut un corps à 1000%. Pour que les gains soient, pour qu'il y ait des gains observés. Bah, peut-être, tu peux nous définir pour maintenir quel volume il faudrait pour commencer à progresser, on est à la limite, et la fourchette optimale, ce qui te paraît être optimal. Ouais. Pour maintenir, le volume nécessaire est bizarrement bien moins important que ce qu'on imagine. Donc, à ma connaissance, il me semble que c'est 3 séries à l'échec par semaine et par groupe musculaire. Et encore par groupe musculaire, peut-être que ça veut tout et rien dire, peut-être que c'est juste par mouvement pour nous permettre de conserver de la masse musculaire. Tu confirmes? Oui, c'est ça c'est ce que fait Motion, un gars là, qui est... Motion Guy. Ouais. C'est ce qu'il préconise en fait. Okay. Il fait juste les 3 mouvements dans sa journée et il conserve. Après, je t'avoue que... Dans sa journée. Toi, tu parles. Tous les jours. Ouais. Il fait tous les jours. Oui, mais tu sais, il fait avec des rings et tout. Enfin, mais tu vois, c'est difficile d'identifier si c'est par groupe musculaire, si c'est par exercice. Sachant que si tu fais des exercices polyarticulaires. Voilà, exactement. Tu sais pas comment compter le volume hebdomadaire. Ouais. Mais en tout cas, c'est une fourchette. Il semblerait que le volume nécessaire soit plus bas que ce qu'on imagine. Et moi-même, si tu m'avais posé la question il y a quelques années, je t'aurais dit, mais non, il faut charbonner beaucoup plus que ça. Parce que sinon, tu t'exposes à de la fonte musculaire 100%, clairement. Donc, pour conserver, volume pas très important suffit. Mais à condition que ces 3 séries, elles soient efficaces, intenses, qu'elles soient potentiellement menées à l'échec. C'est ce que j'ai vu dans les études proches de l'échec. Ouais. Proche de l'échec, absolument. Sinon, effectivement, tu peux dire bye-bye à ta masse maigre. Ensuite, pour commencer à développer du muscle, je pense également que le volume d'entraînement est bien moins important que ce qu'on imagine. Après, c'est toujours le même discours. D'où on part. C'est d'où on part, mais surtout, on parle d'intensité aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire l'intensité? C'est difficile pour la plupart des gens de comprendre ce qu'est une série intense. Quand tu regardes la plupart des gens qui s'entraînent en musculation, j'en sais quelque chose parce que je traîne en salle de sport depuis 18 ans maintenant et j'ai 2 salles de sport à Lyon, donc littéralement pendant des années j'étais à l'accueil de ma salle de sport et je regardais tous les profils s'entraîner toute la journée de 9h du matin jusqu'à 21h le soir, et force est de constater que très peu de pratiquants savent identifier ce qu'est une série intense ou pas. Donc quand tu pars du principe que pour commencer à progresser, il te faut par exemple 5 séries par groupe musculaire et par semaine, mais que c'est des séries intenses, qui arrive à faire ce volume-là? La réponse, c'est pas grand monde. Donc, une marge d'erreur nous encouragerait à augmenter un petit peu plus le volume dans la semaine. Je sais pas comment on peut progresser, personnellement, en faisant moins de 10 séries hebdomadaires par groupe musculaire et par semaine. Je sais pas, à moins qu'on ait une génétique ultra avantageuse, qu'on sache exactement ce que veut dire une série intense. Personnellement, je m'aventurerais pas à faire moins que ça. Ça sous-entend 2 sessions minimum par semaine par groupe musculaire. Absolument. Plus, du coup, on a répondu à la question pour faire de la masse musculaire. Ouais. Donc, ça nous fait 4-5 sessions semaine déjà. Ouais. Après, ça dépend du format d'entraînement, mais oui, c'est ça. Ça revient à faire, je pense que minimum 4 sessions par semaine. Sachant qu'il y aura du full body dedans. Absolument. Ou du upper-lower, quelque chose où tu vas pouvoir faire plusieurs groupes musculaires en même temps dans la même séance pour justement les répéter plusieurs fois dans la semaine. Et j'ai vu, Nassim, que tu disais que la musculation, pour toi, c'était comme un art martial.
que tu étais pointilleux sur la technique. Ah ouais. Pour un facteur de l'hypertrophie, c'est aussi l'amplitude articulaire. Je crois pas que tu t'es exprimé sur ça en conférence. Et aussi sur le temps de tension. Un petit peu. C'est un petit peu exprimé. Mais pas sur l'amplitude articulaire. Et puis aussi la gestion des temps de repos. Tu sais, finalement, il y a plusieurs paramètres pour construire sa séance. Comment tu envisages tout ça? Alors, déjà, la technique et ma comparaison avec un art martial, c'est une analogie qui est très personnelle. Je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas du tout la même sensibilité et qu'ils préfèrent aller à la salle de sport pour envoyer. No pain, no gain. Nous, on a bien aimé chez 1000%. Ah ouais? Ouais. Parfait. Mais effectivement, moi, j'ai une approche un petit peu plus... je dirais pas plus calme, parce que mes séances, elles sont pas calmes, hein, évidemment, surtout quand je vais chercher de l'intensité. Mais j'aime bien avoir un mouvement millimétré. Et surtout, je suis très attentif à la standardisation de mes répétitions. Je suis vraiment obsédé par le fait que mes répétitions soient les mêmes du début à la fin de ma série. Je veux vraiment, si tu filmes une vidéo de moi et que tu vois la première et la 10e répétition sur une série de 10, tu aurais quand même assez de mal à différencier les deux. En termes techniques, hein, bien sûr, il va y avoir des différences de vitesse. Ça, forcément, ça va avec l'apparition de la fatigue et l'avancement de l'effort. Mais en termes de technique, tu vois, de position, c'est la même chose. Mais encore une fois, c'est une approche très personnelle. C'est pourquoi? C'est pour éviter de se blesser ou c'est au contraire pour aller chercher la perfection du mouvement qui optimiserait en fait ton gain musculaire? Alors au-delà de ça, c'est aussi un plaisir personnel. Okay. C'est le plaisir de pouvoir maîtriser quelque chose. Au même titre qu'un artiste, un peintre, tu vois. C'est la beauté du geste, quoi. Ouais, exactement la beauté du geste. Éprouver de la satisfaction à faire quelque chose bien. Même si ça n'a pas d'influence sur l'atteinte de ton objectif. Parce que tu vois, ça aussi, ça pourrait être un débat. Est-ce que l'exécution parfaite est vraiment plus efficace pour l'hypertrophie? Même moi, partisan de l'exécution parfaite, je suis d'accord à dire que pas forcément. Tu vois, avec un peu de flexibilité et parfois un petit peu de compensation avec d'autres groupes musculaires, notre corps, après tout, il est fait pour ça. Il est peut-être pas fait pour être un robot avec une seule articulation qui bouge sur tous les exercices de musculation. Tu vois, je suis tout à fait d'accord pour admettre ça. Mais personnellement, c'est quelque chose qui me stimule. Ouais, si tu kiffes, dans tous les cas, c'est bénéf, quoi. Absolument, ouais, tout à fait. Et puis après, le reste de ta question, c'est sur les autres variables d'entraînement? Ouais, le temps de tension, les temps de repos, le nombre de séries, enfin, tu vois, comment t'envisages tout ça? Parce que finalement, c'est un monde à part aussi. Hein. Ouais, bah, je calcule tout. Ah ouais, ok. Je calcule tout de A à Z. Donc la base de départ, ça va être le volume hebdomadaire par groupe musculaire. Clairement. Et quand je dis le volume hebdomadaire, c'est le nombre de séries. Donc quand je vais faire ma programmation d'entraînement, je vais me dire, ok, j'ai envie de mettre l'accent sur quel groupe musculaire, quel autre groupe musculaire peut être en mode veille entre guillemets, et j'ai pas besoin de mettre trop de volume dessus. Je vais me répartir mon volume hebdomadaire, et une fois que j'ai ce volume hebdomadaire, par exemple sur les quadriceps, je vais faire 25 séries, sur les dorsaux, je vais faire 20 séries, sur les deltoïdes, je vais faire 30 séries, je vais le répartir en plusieurs séances d'entraînement, et en découlera le format d'entraînement que je vais choisir. Ok ? Donc upper-lower, full body, push-pull legs, ou un format un petit peu plus hybride. Et une fois que j'ai ça, donc mon volume hebdomadaire par groupe musculaire et mon format d'entraînement, eh bien je vais décider des autres variables. Ma fourchette de répétition. Alors dans l'ordre, après le volume hebdomadaire, ma fourchette de répétition, mes temps de récupération, mes tempos d'exécution, et voilà. J'ai pas dit charge de travail parce qu'elle est relative au nombre de répétitions. Tout simplement. Ça, c'est super important de comprendre que derrière, en fait, l'entraînement, il y a une science. Hein. Ouais. Enfin, et tout ça pour ne même plus progresser, en fait. T'as vu comment il l'a dit? Tout ça pour ça, Nassim, en fait. T'en as pas marre. En vrai. En vrai, t'as raison. C'est-à-dire que demain, je pourrais m'entraîner à l'instinct, 100%, et conserver mon physique, conserver exactement le même physique. Je le fais pour deux raisons. La première, c'est que je suis un peu de caractère j'ai un peu un profil studieux, tu vois, où j'aime bien me poser en amont, mettre les bases, et surtout, ça me permet de ne pas me poser de questions lorsque je dois appliquer ce programme-là. Donc, je fais mon travail en amont, je fais une programmation de 3 mois, par exemple, et une fois que j'ai terminé cette programmation, que je suis posé toutes les questions nécessaires, je vais pas me poser de questions, je vais juste appliquer. À part quelques petites modifications, parce que, je sais pas, il y a un exercice que, en fait, j'apprécie pas autant que ça. La fourchette de répétition que j'ai choisie, elle pourrait être un petit peu adaptée. Mais sinon, je me pose pas de questions. Et c'est très libérateur, et ça m'aide aussi à libérer un peu d'espace mental
pour d'autres choses qui sont très importantes dans ma journée. Et la deuxième raison, c'est qu'en tant que coach, ça me permet d'expérimenter sur moi-même des choses que je vais pouvoir proposer aux personnes qui ont envie de progresser. Tu vois ? Ça serait quand même un peu dommage de dire aux gens, attention, c'est très important de vous fixer un objectif, de faire une programmation, si moi, je ne l'ai pas fait encore et encore. Et je t'avoue qu'en fonction des phases de ma vie, eh ben, parfois, la préparation d'une programmation, elle va me demander des fois un peu plus d'efforts, des fois un petit peu moins. Des fois, c'est complètement évident. Des fois, ça me demande de refaire quelques recherches. Et c'est en fait une espèce d'actualisation qui me permet de rester au courant, en fait, tout simplement. Ouais, tu te régales, quoi. Ouais, je me régale. Ouais, t'as compris que c'était ma passion. Et que aussi bien les entraînements que la préparation, c'était quelque chose qui me branchait à 100%. Et finalement, j'ai regardé ta vidéo sur comment faire son propre programme, où peut-être je te laisserai détailler les différentes parties, mais ce que j'ai bien aimé, c'est comment tu divisais et comment t'expliquais simplement de se dire, un programme, tu as ton macro-programme sur 6 mois. Absolument. Où tu peux espérer faire, où forcément il faudra faire des choix sur ce que tu veux développer. Parce que c'est sûr que si tu prépares un marathon et qu'en plus tu veux gagner en force max sur tes squats, ça va interférer. Bien sûr. Et tu veux t'assouplir, faire l'augmentation. Ouais, exactement. Il faut faire des choix. Choisir, c'est renoncer, donc il faut choisir. C'est ta phrase du week-end, quand même, celle-là. Ouais. Mais elle est bien, hein, elle est bien. Elle est très bien. Il faut choisir une qualité que tu veux, ou tu peux en choisir plusieurs, mais en tout cas, il faut rester réaliste sur ce que tu veux faire. Totalement. Donc, c'est 6 mois, un programme qui te permet de gagner 10%. 5-10%, c'est ce que tu disais c'est ça. En masse musculaire. Je crois que c'était en masse musculaire que tu parlais. Absolument, ouais. C'est ce qui représente pour moi un objectif, certes ambitieux, mais complètement atteignable, si les choses sont bien faites. Après, encore une fois, ça je l'ai donné à la louche. Enfin, je ne l'ai pas vraiment donné à la louche, parce qu'il y a quand même certaines ressources scientifiques qui nous mettent dans la direction d'une augmentation de 10% qui serait quand même réaliste. Et quand je dis 10%, c'est aussi bien en termes de mensuration que de force. Par exemple, en 6 mois, tu peux espérer gagner 15 kilos sur ton développé, 10% sur ton développé couché. Et tu peux espérer aussi gagner 10% sur ton tour de bras. C'est totalement réaliste, mais c'est ambitieux. Oui, il faut prioriser les objectifs. Absolument. Pour savoir où on va. Mais oui. Mais surtout, pour moi, le plus gros ennemi, c'est le flou. C'est de se dire, OK, j'ai un programme d'entraînement de 6 mois, je veux prendre du muscle. Ça veut rien dire. J'ai un programme d'entraînement de 6 mois, je veux perdre du gras. Pareil, ça veut rien dire. Tour de taille. Tout à fait. Tour d'épaule. Tout à fait. Si vous voulez perdre du gras, c'est tour de taille. Exactement. Pour le cas de l'hypertrophie ou en tout cas un objectif esthétique, ça va être augmenter les mensurations et réduire son taux de masse grasse ou plutôt le tour de taille. Mais les autres objectifs sont tout à fait valables aussi. Tu peux avoir un objectif de force, un objectif de souplesse, un objectif d'endurance. Tu as des marqueurs bien précis. Tu vas faire en sorte de te donner un objectif. Et sans cet objectif, ta programmation, elle n'a pas lieu d'être. Parce que c'est uniquement grâce à cet objectif que tu peux préparer les choses avec précision et de manière cohérente. Avec des auto-évaluations répétées. Tout à fait. Pour savoir comment on avance. Mesurable, reproductible. Très bien. Exactement. Je rebondis sur ce taux de masse grasse là. Ouais. Alors attends, moi, on a désolé, mais j'avais envie d'y aller là. Garde-la la question. Ouais, C'est le programme. C'est vrai. Parce qu'on a fait macro. Après, il y a Meso. Il n'y a pas que ça. Parce que les gens ils vont se dire, il a rien compris, il a regardé 10 minutes. Ils le disent tout sur YouTube, on n'apprend rien. Et après, donc, mésocycle de 2 mois. Ouais. Et qu'est-ce qu'on cherche dans ce mésocycle il y a 3 mésocycles de 2 mois dans mon macrocycle. Qu'est-ce que je vais chercher à développer pendant ce mésocycle de 2 mois? Eh bien, justement, les qualités qu'on a cherché à développer sur le macrocycle de 6 mois, en général, elles sont multiples. Parce que c'est tout à fait pertinent de se dire que sur 6 mois, on veut prendre du muscle et perdre du gras. Okay, mais par contre, c'est pas pertinent sur un mésocycle de 2 mois de se dire je veux prendre du muscle et perdre du gras. Parce que là, c'est pas réaliste. Par contre, on peut avoir une période de spécificité où se dire pendant 8 semaines, mon objectif principal, c'est perdre du gras. Aucun problème. En 8 semaines, tu peux totalement perdre 8-10 cm de tour de taille en fonction de ton taux de masse grasse de départ. Et tu as rempli ta partie du contrat. Et le mésocycle suivant, ok, là, c'est de la prise de muscle, mais c'est de la prise de muscle dédiée à mes points faibles. Donc, j'estime que mon tour de bras, il n'est pas assez large. Eh bien, ce mésocycle de 2 mois, ça va être objectif développement de mon tour de bras. Où on peut prendre la force. Ce mésocycle de 2 mois, développement
de mon développé couché, ou de mon squat, ou de mon soulevé de terre. Et là, on découle la fourchette de répétition que je vais choisir. Exactement. Le volume hebdomadaire, la fourchette de répétition, le choix des exercices aussi, déterminant. Le nombre de séries que je vais devoir faire. T'as tout compris. T'as tout compris. Et t'imagines, t'es un pratiquant de muscu. T'as des objectifs ambitieux sur 6 mois, mais tu zappes toutes ces étapes. Mais comment tu fais en fait quand tu arrives à la salle? Tu fais quoi à la salle? Quelle va être ta séance? À part de l'improvisation qui répond un petit peu à une logique de prise de muscle et de perte de gras. Mais t'avances pas comme ça. D'où la nécessité de réfléchir à un programme, oui, monsieur, et de s'appuyer dessus pour pas être dépendant de la fatigue, des problèmes à la maison ou la flemme de faire cet exercice-là. Tout à fait, parce qu'un macrocycle de 6 mois, tu vois, c'est une période assez longue pour anticiper tout ce qui pourrait se passer à l'intérieur. Donc tu réfléchis tous les 6 mois du coup, et après tu te reposes sur ce programme-là. Ouais, alors la période de 6 mois, c'était juste pour que ce soit facilement partageable, entre guillemets. Mais un macrocycle, en réalité, ça peut durer même 9 mois. Ça peut durer 12 mois également. Et un mésocycle, en fait, le plus important, c'est que le macrocycle, c'est la période la plus importante. Le mésocycle, il est à l'intérieur du macrocycle. Et les microcycles sont à l'intérieur des mésocycles. Mais la période de chacun de ces cycles, c'est à toi de la déterminer. Après, je recommande quand même des périodes qui ne sont pas trop longues pour le macrocycle, parce que c'est très difficile de visualiser un objectif qui est dans 12 mois. Oui. Tu te décourages. Tu te décourages. Tu le vois pas arriver. Tu le vois pas arriver. Et puis, comme tu le dis, il peut y avoir des choses qui se mettent en travers de ton chemin, comme des changements. Je sais pas, tu vas peut-être déménager, tu vas peut-être te séparer de ton conjoint ou de ta conjointe, tu vas peut-être changer de travail. Donc, une période de 6 mois, c'est quand même c'est plus facile à digérer. Par exemple, si on reprend ton exemple de prise de conscience au niveau cardio, quel macrocycle tu t'es laissé? Quel temps tu t'es laissé pour aller chercher un certain niveau en cardiovasculaire? 6 mois, 24 semaines. Ok. Et pour moi, ça passait par la préparation d'un marathon. Voilà. Donc en 6 mois, tu as fait un marathon? Alors, j'ai fait un premier marathon sans entraînement. Oh là là, le coach. Quelle erreur. Ouais. Mais tu vois, c'était encore dans mon époque où je me disais que l'endurance, allez, c'est bon. C'est facile, courir un marathon, il suffit de mettre un pied devant l'autre. Bon, on sait que c'est probablement... Faites pas ça. Non, faites clairement pas ça. Tu l'as fait au mental, du coup? Je l'ai fait au mental, ouais. Je l'ai fait au mental, mais après, j'ai eu un down qui était monstrueux. Je me rappelle avoir fait mon premier marathon en octobre 2021, et je me suis pas entraîné novembre, décembre, janvier. Rien. Système nerveux cramé. J'étais dégoûté du sport. Ah ouais. J'ai repris et j'étais en très bonne condition pour ce marathon. J'étais bien sec. J'ai repris du gras. Je me suis pas entraîné. En gros, ne faites pas ça. Deuxième marathon, je me suis dit, bon, on va faire les choses bien. J'avais déjà commencé à courir, mais de manière un petit peu décousue, tu vois, juste pour m'habituer un petit peu à ce sport. C'était quoi la digestion, en fait, l'acceptation de finalement pas être l'athlète que tu avais en tête? Peut-être, ouais. Peut-être. Bon, si tu l'as fini, et t'es pas dégueu ton temps quand même, hein? J'ai fait 4h09 pour le premier. Oui, c'est beau, hein. Ça va. Ça va. Tu l'as fini déjà? Je l'ai fini. Donc comme quoi, en fait, la muscu, tu vois, ça te permet de construire une condition physique, ou en tout cas des qualités physiques, à condition que tu fasses bien de la musculation, qui peuvent se transférer à d'autres activités. Enfin bref, ça c'est peut-être une autre question. Mais cela dit, le deuxième marathon, c'était une excuse pour avoir un programme structuré. Et donc c'était effectivement 24 semaines. Voir ce que ça donnait quand tu faisais les choses proprement. Tout à fait. Et du coup, tu l'as fait en 3h30, c'est ça? 3h39. 3h30, c'est bon. 9 minutes, c'est beaucoup. T'es en dessous des 40, faut pas dire, faut pas arrondir à 3h39 parce que les gens vont pas être contents. C'est vrai. Ouais, mais c'est beau. Donc, on est 6 mois. Ouais. 2 mois pour le méso. Ouais. Et les micros, et sur les microcycles, pour les auditeurs qui nous écoutent. Bon, après, je vous invite à regarder la vidéo de Nassim dessus, elle est bien faite. Hein, mais je crois même pas que j'ai... Alors, tu parles de la muscu ou de la course à pied? En muscu. Pas en course à pied. Je pense que c'était ça. Hein, t'avais pas abordé le cardiovasculaire. Je vois tout à fait la vidéo en question. Oui, donc c'était ça. Macrocycle, mésocycle et microcycle. Les microcycles, est-ce qu'ils sont nécessaires? Ça reste à débattre. Peut-être que oui, peut-être que non. Si t'as besoin de changement, quoi. C'est exactement ça. Et est-ce qu'on a besoin de changement pour prendre du muscle? Pas forcément. Donc... T'as besoin de t'y tenir, déjà. T'as besoin de t'y tenir, ouais. Ça dépend vraiment des profils. Et d'expérience, je pense que les gens apprécient un minimum de variété. Et tant que la variété ne compromet pas ta progression, je pense que ça reste une bonne idée d'en injecter un petit peu. Donc oui, les microcycles,
c'est surtout pour de la variété et tenir le coup à la salle de sport. Et là, ça me fait penser... Mais désolé de te vas-y. couper avant que j'oublie. Moi, par exemple, dans mon programme perso, j'ai pas de microcycle. J'ai que des mésocycles et des macrocycles. Mais les microcycles, moi, j'ai pas besoin de variété. Je peux faire le même exercice toute ma vie, tout simplement. J'ai pas besoin de changer d'exercice, j'ai pas besoin de changer de fourchette de rep, j'ai pas besoin de changer de temps de récup. Tout ce qu'il me faut, c'est augmenter ma charge de travail et faire le mouvement à la perfection. Donc, tu vois, pour te dire, les microcycles, c'est un peu... c'est la petite cerise sur le gâteau et ça dépend des individus. Mais peut-être ça complexifie encore plus la programmation, d'avoir des microcycles dans le mésocycle. Je suis d'accord. Tu te perds dans ta... Et ça demande plus de programmation et de réflexion, de bidouillage. T'as peut-être moins de Tu repères. gardes juste une vision Après, haute. peut-être que c'est aussi indépendant au caractère de chacun. Vous savez, moi, je suis très routinier. J'aime bien faire tout le temps les mêmes choses. Je me lève à la même heure, j'ai les mêmes repas, je vais au travail à la même heure, avec la même routine. T'es en sécu. C'est ça, c'est mon caractère. Tu vois, j'ai toujours aimé fonctionner comme ça. Et en muscu, c'est pareil. J'aime bien avoir ma routine, donc de changer trop souvent, moi, ça me perturberait. Mais je peux comprendre que certains soient complètement à l'opposé et qu'ils aient besoin de cette petite variété. Mais c'est Christian Thibaudeau qu'on voulait faire venir. Oh, ça serait génial, ça. Ouais, on t'attend toujours, Christian. On t'attend toujours, Christian. Oui. Il vient de temps en temps pour des workshops en France, non? Peut-être, mais nous, on fait à distance, généralement. Donc, ouais. tu vois. Ouais. Mais il faudrait qu'on te relance, Christian, si tu écoutes ce podcast. Il fait des lives en marchant sur son tapis. Ah ouais? Il est trop chaud. C'est pratique, comme ça. Christian Thibaudeau. J'en ai poncé des articles et des livres de lui. Hein. Et du mais coup, vraiment beaucoup. Avec, il fait des on a eu Gundil neuroprofilages. aussi sur 1000%. Ah, intéressant. Mais il fait des neuroprofilages et avec, je crois que c'est 7 profils types de neuroprofils d'athlètes en fonction de est-ce que tu es plutôt adapté à du travail de force, du travail d'endurance, à voir à quoi est-ce que tu réponds le mieux. Et je crois qu'il y a la variabilité aussi des exercices. C'est la monotonie en fait. Routine, ou est-ce que la routine justement ça te dégoûte et tu t'ennuies? En fonction du neurotype, ouais. En fonction du, c'est des tests psychologiques et on peut passer un profilage. Il y a un questionnaire qui met à disposition. Je trouve ça tellement pertinent. Je sais pas à quel point scientifiquement c'est valable, mais je trouve ça, d'expérience, je trouve ça tellement pertinent. Et pour avoir suivi beaucoup de personnes en coaching, c'est clair comme de l'eau de roche. Il y a quoi? Il y a 7 profils. Hein. Toi, ça avait bien marché chez toi. Hein. T'avais fait ton profil et ça correspondait bien à tes qualités. Ouais, plutôt routinier. J'aime pas trop le changement sur les exercices, de changer toutes les... T'es perdu sur des programmes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vivais. Où à chaque fois, tu regardes ton programme et t'as 5 nouveaux exos où tu sais pas comment te placer, où tu dois revoir l'utilisation. Il n'y a pas la machine à ta salle. Tu sais que ça va être la galère parce qu'il y a un seul poste. Et ça provoque plus de frustration qu'autre chose. Ouais, ou même, en fait, tu te dis tu vas pas pouvoir faire ta séance ce jour-là parce que... Oui, voilà. Et comment tu mesures la fatigue? Parce que finalement, il y a la gestion de la charge d'entraînement. Il y a aussi parfois une mauvaise nuit. Moi, personnellement, j'utilise la force de mon poing, tu vois. Parfois, je peux me percevoir fatigué, mais ça peut être aussi un surmenage intellectuel, psychologique. Et finalement, je vois que j'ai du jus. T'as un petit appareil ou tu le fais vraiment juste... J'ai toujours mon poing avec moi, donc... C'est pas scientifique ça, hein, les gars. C'est pas scientifique, mais bon, c'est... Comment on l'appelle, tu sais, l'appareil pour appoigne, là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un dynamomètre. Ouais. Il y a le Jamar. Il y a des tests sur ça qui sont... Oui. Où tu peux mesurer vraiment ta fatigue avec ça. Ça, en rééducation, c'est intéressant. Je l'utilise sur des pathologies d'épaule, par exemple. Et tu vois vraiment une chute du grip. Et donc, du coup, ça te permet d'avoir un test aussi. Génial. Mais toi, comment tu gères, du coup, cette fatigue comment tu la perçois? Comment tu la modules? Déjà, je suis passé par l'étape de la mesure à outrance, où je me réveillais le matin, premier truc que je regardais, c'est la variabilité de mon rythme cardiaque. Je regardais aussi mon rythme cardiaque pendant ma nuit de sommeil, ma température corporelle, mes cycles respiratoires. Je crois que tu allais dire tes cycles menstruels. Je me suis dit, là, Nassim, ça va plus. C'est variable. Ouais, c'est variable. Garde l'esprit ouvert. Ouais, c'est ça. Non, mes cycles respiratoires. Et avec tout ça, j'estimais si oui ou non j'étais en capacité d'aller à la salle. Mais je regrette pas cette époque-là. Mais c'était trop. Clairement trop. Maintenant, j'ai une approche très instinctive. Et je l'ai dit dans la conférence, tu sais, mon programme d'entraînement, c'est pas lundi les jambes, le mardi les pecs, etc. C'est des séances que je fais en cycle.
et je me laisse la possibilité de récupérer quand j'ai besoin de récupérer. C'est-à-dire si un jour, j'ai pas envie de m'entraîner ou j'ai pas la possibilité, je prends un jour de récup. Mais je sais que dans mon mésocycle, j'ai un certain nombre de séances à faire, donc j'ai une flexibilité qui me permet d'être plus attentif à ce qui se passe dans ma vie. Et ça, ça libère vraiment beaucoup. Et je me présente plus à la salle à reculons sans avoir presque la certitude de pouvoir battre mon record précédent. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Donc c'est très important, l'intuition, le fait de ressentir vraiment comment tu es avant de commencer ta séance, quoi. Ouais, mais tu vois, est-ce que je serais aussi sensible à mon intuition si j'étais pas passé par la phase de mesure à outrance? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, je me mesure fort en ce moment. Peut-être que cette phase, elle était nécessaire, en fait. Et maintenant, j'ai passé tellement de temps à tout mesurer que je sais exactement quand j'ai passé une mauvaise nuit, quand mon rythme cardiaque était un peu trop élevé, trop tard dans la nuit, quand mes cycles respiratoires étaient un petit peu trop importants. J'ai l'impression de le sentir, et je suis presque sûr d'arriver à le sentir. T'as gagné en conscience, en fait. C'est peut-être pour ça que je m'en réfère un petit peu plus à mon intuition. Et ce serait quoi les clés que tu pourrais nous partager pour apprendre de ces données? Peut-être se dire, effectivement, de faire ça sur 15 ans, tu as pété un plomb, mais de tester pendant 1 mois ou 2 mois sur un mésocycle, tu testes, ou pendant 6 mois. Je pense que c'est pertinent. Quels outils est-ce qu'on pourrait utiliser? Tu vois, j'aimerais faire un parallèle avec la diététique et compter ses calories. Compter ses calories, pour moi, c'est pas quelque chose que tu dois faire toute ta vie. Ça serait quand même dommage de... Mais savoir, voir... Tout à fait. Mais si t'as jamais compté tes calories, tu sais pas à quoi équivaut 100 grammes de riz, à quoi équivaut 200 grammes de poulet, à quoi équivaut 100 millilitres de liquide. Est-ce que je mange 80 grammes de protéines dans la journée ou je suis à 180? Tout à fait. Donc, même si c'est pas une habitude que j'aurais envie de garder toute ma vie, c'est quand même une habitude, c'est quand même un process important à avoir à une période. C'est encore une fois, tu priorises, en fait. Ouais. Et donc, du coup, tu apprends à faire tes calories. Et une fois que tu l'as, tu as gagné une compétence. Yes. C'est comme un Mortal Kombat ou un truc comme ça. C'est comme un RPG, comme un jeu vidéo, en fait. C'est la gamification. Et après, tu avances sur autre chose, quoi. Ouais. Donc, pour en revenir à ce que tu dis, effectivement, je trouve que c'est pertinent d'avoir ces mesures, même si on a la possibilité sur un macrocycle. Parce que 6 mois, au final, ça passe quand même très vite. Ouais. Et comment on fait? Comment t'as mesuré? Là, tout le monde est en haleine, on veut savoir. Allez, Nassim. Moi, j'avais une bague Oura et j'avais un tracker de sommeil que je mets en dessous de mon matelas. Et le tracker, qu'est-ce que c'était? C'était de la marque j'ai le droit de citer des marques. Oui. C'est de la marque Withings. Ils font des balances connectées, etc. Okay. Ils font aussi des tensiomètres. Ils font plein de trucs, en fait, pour l'optimisation de la santé. Et ils ont un tracker de sommeil qui se met en dessous le matelas. C'est un truc pneumatique qui se gonfle et qui va capter tes mouvements pendant la nuit. Et si t'es avec ta femme sur le matelas, comment tu fais? Tu peux en mettre 2. Ok. Et en fait, le truc, il est large comme ça. Donc, tu le mets juste de ton côté si tu dors tout seul. Okay. Et ce ne sera pas perturbé par les mouvements de ta partenaire. Mais la bague Oura, c'est ce que j'ai le plus utilisé. Ah oui. Je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi le bracelet Whoop qui est bien populaire. Je ne sais pas si vous connaissez aussi le Whoop. Oui. J'ai jamais testé le Whoop. Beaucoup de personnes l'utilisent et apparemment, c'est censé être très précis. J'aimais bien la bague. J'ai porté la bague pendant longtemps, moi. Pas un macrocycle, mais c'était plutôt pendant 4 ans. Et du coup, maintenant, je la mets plus. Et tu avais quoi comme information avec cette bague? Il y avait tout ça, justement. Cycle respiratoire, rythme cardiaque pendant la nuit, HRV, variabilité du rythme cardiaque. Et je crois que c'est à peu près tout. Et si on veut simplifier la lecture de l'information, quelle serait la variable, ou 2 variables sur lesquelles on peut s'arrêter, que nous donne une montre connectée ou la bague Oura? Je trouve que voir comment évolue ton rythme cardiaque dans la soirée et dans la nuit, pour moi, c'est un indicateur qui est ultra, ultra puissant. Parce que du coup, ça va être corrélé à la qualité de ton sommeil. Si ton rythme cardiaque reste trop élevé, trop tard dans la nuit, non seulement tu mets plus de temps à t'endormir, mais en plus, tu as plus de difficultés à passer en sommeil profond. Et la majorité du sommeil profond, c'est tôt dans la nuit. C'est pas à 4h ou 5h du matin, c'est tôt dans la nuit. Et du coup, si ton rythme cardiaque est encore élevé à ce moment-là, t'as pas un sommeil réparateur, même si tu passes 8 heures dans ton lit. Donc le rythme cardiaque pendant la soirée, pendant l'évolution du rythme cardiaque pendant la soirée et la nuit, je trouve que c'est un indicateur ultra puissant.
Et ça, tous les appareils le mesurent. T'as pas besoin d'avoir une Bagura à 400 € ou un bracelet Whoop à 400 €. Une montre connectée fait largement l'affaire. Elle peut même donner les scores de sommeil à la montre connectée. Ouais, mais je pense que les scores de sommeil, de toute façon, elle les calcule grâce à tout ça. À tout ça. Ouais, on a besoin d'un temps de repos, quasi 1 heure avant de s'endormir pour descendre le rythme cardiaque, descendre la température corporelle. Absolument. C'est pour ça qu'il est recommandé de ne pas manger trop tard le soir. Parce que pareil, et de ne pas manger trop lourd le soir. Ça augmente ton métabolisme, ta digestion. Exactement, et du coup, ton rythme cardiaque met plus de temps à redescendre. Ah oui. Parce que finalement, cette fatigue, elle est centrale dans les préventions de blessures. Oui. En fait, un athlète blessé, c'est un athlète qui ne s'entraîne pas, qui perd en qualité. Oui. Là, on est plutôt sur le sportif. Un sportif qui se blesse, c'est un sportif qui se désadapte, qui perd du temps vers l'objectif. Est-ce que tu t'es déjà blessé, Nassim ? Ouais. Récemment, fracture de fatigue au bassin. Ok. Janvier 2024. Donc, il y a 1 an et demi. J'étais dans ma phase où je faisais beaucoup de sport, donc 2 séances par jour. Je faisais à peu près entre 12 et 14 séances par semaine. Donc, c'est beaucoup de sport. Gros volume. Et je faisais systématiquement endurance le matin et résistance l'après-midi. Les séances d'endurance, c'était pas les plus longues du monde. Je faisais jamais plus de 10 km, mais étant donné que je le faisais 6 à 7 jours sur 7, j'avais un volume d'entraînement qui était quand même assez élevé. J'avais fait une perte de gras pour descendre à 10% de masse grasse, donc j'étais déchiqueté. Le déficit calorique, je pense, a accumulé un petit peu de fatigue. T'as pas choisi, là. J'ai pas choisi. T'as pas renoncé. Il a voulu tout faire en même temps. J'ai voulu tout faire en même temps. Cardio, renfo, sèche. Mais tu sais que je pense que c'est même pas ça le problème. Il y a autre chose qui est stupide de ma part, c'est que je filme une vidéo YouTube avec un collègue qui fait de la course à pied et on fait un concours de sprint. Je suis trop vieux pour ça. J'aurais dû savoir. On a fait des 100 mètres pour voir qui était le meilleur. Lui, il a un profil marathonien, il fait ses marathons en 2h30, tu vois. Donc longiligne, il doit faire 69 kilos, je pense, pour ma taille. Et moi, j'étais à 93 kilos. J'étais très sec, mais du coup, des sprints, je sais pas faire techniquement. Donc on s'est juste mis la bourre au mois de janvier où il faisait très froid. Le soir même, je sens une petite gêne au niveau de l'adducteur. Et je me dis, c'est pas grave, c'est juste que je sais pas courir, demain ça ira mieux. Et la gêne traîne très longtemps. Jusqu'au moment où ça devient complètement insupportable. Et donc, je suis allé voir un médecin du sport qui m'a dit, si t'as mal à l'adducteur, c'est probablement qu'il s'attache à l'endroit où t'as eu une fracture de fatigue au niveau du bassin. Donc va faire un IRM. Je suis allé faire un IRM. La fracture de fatigue, elle a été résorbée, mais il y avait toujours un œdème pile à l'insertion du grand adducteur. Et c'est ça qui me faisait ultra mal. Donc, j'ai dû réduire drastiquement le volume d'entraînement sur la course à pied pour ne plus en faire du tout sur la deuxième moitié de l'année 2024. Et voilà. Donc un macrocycle de désentraînement. Un macrocycle de perdu, ouais. Et une VO2 max qui était en chute libre. C'est quoi la leçon, la morale de l'histoire du coup ? Ne pas faire des sprints. Ne pas faire des sprints. Honnêtement, je pense que le volume d'entraînement, je pouvais l'assumer. Parce qu'encore une fois, mon rythme de vie était vraiment 100% dédié à ça. Mais est-ce que ce serait pas faire des sprints plus régulièrement ? C'est une très bonne remarque. Ça. Est-ce que tu fais pas de fractionné ? Alors si, mais c'est jamais des sprints. Là, c'était 100 mètres. Parce que tu travailles le spectre force-vitesse que d'un seul côté, tu fais jamais de l'autre ? Alors, dans mes fractionnés, je fais jamais d'efforts maximaux aussi courts. Pourquoi ? Parce que dans une logique d'augmentation de la VO2 max et d'amélioration de mes temps, par exemple, si je veux faire un marathon, les fois où j'ai fait des efforts aussi courts, ça se résume à peine 3 ou 4 semaines dans ma préparation, qui n'était pas faite par mes soins d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais ce que je considère comme du fractionné dans ma programmation en dehors du marathon, c'était du 4x4 par exemple. 4 minutes rapide, 4 minutes de récupération. Il n'y a pas de 400 mètres. Si, il y avait du 400 mètres. Mais 400 mètres, ça me met combien de temps pour faire 400 mètres ? 1 minute 30 ? Quelque chose comme ça ? Ça dépend de ton niveau. Hein. Alors que le 100 mètres, c'était 12 secondes. Ouais. Peut-être 10 ? Non. J'en doute. Dans un objectif de longévité et dans un objectif athlétique,
pourquoi s'interdire d'aller toucher un spectre, tu vois? Non, une t'as partie raison. du spectre, tu vois. T'as raison, complètement. Je me l'interdis absolument pas. Je te dis pas que je sprint souvent, mais par contre, je peux le faire, tu vois. Ouais. Parce que je pense que ça fait partie de mes qualités, mon potentiel. Et pourquoi pas aller chercher ça? Et pourquoi pas aller chercher tes forces max au bench, tu vois? Je suis 100% d'accord avec toi. 100% d'accord. Est-ce que le sprint, c'était pas aussi un manque de technique? Aussi, ouais. Et un manque de technique, tout simplement. De ne pas savoir gérer un effort aussi intense, aussi court, avec la bonne technique qui m'empêcherait de me blesser. Alors, de toute façon, on connaîtra jamais la réponse. Hein. Mais t'as raison, hein, c'est sûrement des qualités que je pourrais aller chercher et qui seraient d'ailleurs intéressantes à aller chercher. Mais je te cherche parce qu'on est 1000%, tu vois, donc il faut... Et il y a une autre prise de conscience en t'écoutant, c'est la santé articulaire, l'amplitude de mouvement. T'as vu, j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Et ça, je suppose que c'est aussi dans ton parcours de sportif depuis plus de 20 ans. Ouais, enfin... Complètement. Et c'est l'âge aussi, hein, tout simplement. Ouais. Parce que j'ai 37 ans, j'aurai 38 à la fin de l'année, là. Et quand tu te lèves le matin, tu sens que ton dos, enfin toutes les articulations, tu sens qu'il y a un truc qui n'est plus le même qu'il y a 15 ans en arrière. Je sais pas si c'est une question de souplesse, de mobilité, mais en tout cas, le fait d'ajouter tout ça à ma routine d'entraînement et en faire vraiment quelque chose d'à part entière, ça soulage. Ça soulage à fond. Et si tu vois le Nassim d'il y a 18 ans en arrière, est-ce que tu lui dirais de s'intéresser à ça dès le début? Je lui dirais déjà de s'intéresser au cardio. Ok. Parce que, imagine, j'ai commencé la course à pied à 34, 35 ans, 35 ans même. Et quand je m'entraîne des fois avec mon frère, j'ai un grand frère qui a 40 ans, et qui lui fait du sport depuis qu'il a littéralement 3 ans, qui a commencé par le foot, qu'on pourrait considérer comme un... Je ne sais pas si on peut considérer le foot comme un sport d'endurance, mais en tout cas, il a fait beaucoup d'endurance toute sa vie. Aujourd'hui, il a réduit le sport parce que il a une famille, des enfants, etc. Il s'entraîne toujours régulièrement, mais évidemment de manière moins intensive que lorsqu'il avait 20 ans. Il me met toujours un boulevard en endurance, malgré mon sérieux et mon investissement pendant ces 3 dernières années. Il me met toujours un boulevard incroyable. Mais t'as le temps. Ouais. Tu vas l'avoir. Ouais, ça j'en doute pas. Mais accumuler beaucoup d'expérience dans les premières années de ma vie, si j'aurais pu discuter avec le Nassim qui a 20 ans, j'aurais dit mais accumule dès maintenant, hein, parce que ça va vraiment, vraiment, vraiment te servir plus tard. C'est ça la force de quand t'es plus jeune, c'est que tu peux accumuler du volume d'entraînement, récupérer beaucoup plus facilement et derrière après pour conserver c'est beaucoup plus simple. C'est moins d'investissement. Exactement. Et t'as un héritage après pour la suite de ta vie, quoi. Ouais, totalement. Donc, c'est probablement ce que je dirais au Nassim qui a 20 ans. Après, tout le reste, mobilité, amplitude, santé, etc., bon, bah, c'est des choses qu'il réalisera petit à petit. Ouais, souvent, il faut le dire, c'est un peu barbant. T'as pas envie de faire ça. Ouais. T'as pas envie de faire ça. Je pense qu'il faut le... On revient au début du podcast, c'est ça? Faut sentir... faut sentir le besoin, en fait. Faut sentir le besoin aussi. C'est ça qui peut te motiver à faire ce genre de choses. C'est sûr que si t'es dans une optique de performance, de pas te blesser, de faire cette optimisation et de peut-être d'en faire ton métier, cette optimisation-là, en plus, te donnera sûrement des clés. Mais bien sûr. Il y a déjà tellement de choses à faire. Ce qu'on disait, mais... Là, si déjà tu veux travailler la force et on va pas se voiler la face, hein, de faire 12 séances par semaine. Moi, j'ai jamais fait ça. Mais personne fait ça. 12 ou 14 séances. Et déjà de faire 5, 6 séances par semaine pour pouvoir développer, c'est-à-dire faire 4 séances renfo, 2 séances de cardio. Ouais. Ça semble être déjà quelque chose de correct pour pouvoir développer ces qualités-là, ben, c'est un sacré investissement, quoi. C'est un sacré investissement. Qui, aujourd'hui, peut prétendre, au-delà de notre cercle de sportifs, etc., qui peut prétendre faire 5 séances de sport par semaine, et ça depuis plusieurs années? Parce que c'est facile de faire 5 séances par semaine pendant quelques mois, mais à l'échelle de la population, qui fait ça? Le vrai sportif. Exactement. Voilà, on a la définition. Non, en vrai. On a la définition du début, tout à fait. Et tu vois, tu dis c'est un sacré investissement.
Mais oui, c'est un sacré investissement. Et c'est le meilleur des investissements. Dans tous les sens du terme. Ouais, totalement. Et comment tu vois l'entraînement avec l'âge, en fait? Parce que, tu vois, c'est le sport et la longévité. Donc là, nous, on commence à vieillir, on le sent. On a parlé des cellules souches avec Christian Drapeau, c'était extraordinaire. C'est prometteur, ça. Hein. Ah, c'est vraiment beau, ouais. Et comment tu vois l'entraînement à 50 ans, à 60 ans? Je suppose que tu as des clients de différents âges. Ouais. Comment tu les accompagnes? Quels conseils tu donnes pour bien progresser, pour en tout cas bien vivre avec cet entraînement dans l'âge? Bah déjà, c'est différent. Un client de 50 ans qui fait du sport depuis 20 ans et un client de 50 ans qui fait du sport depuis 2 mois. Donc l'approche est fondamentalement différente. Hein. Limite, peut-être que l'âge, c'est même pas la donnée la plus intéressante, c'est peut-être plus ton expérience par rapport au sport. Parce qu'il y a des gars de 50 ans qui viennent s'entraîner à ma salle en coaching, hein, et qui s'entraînent depuis qu'ils ont 18 ans, hein, littéralement. Ils peuvent assumer une charge de travail assez importante. Ils peuvent assumer la grande majorité des exercices, voire même la totalité des exercices qu'on leur propose. Et la seule distinction qu'on va faire, c'est peut-être sur la fréquence d'entraînement ou l'intensité générale des séances. Mais il n'y a pas trop de changements à faire. Alors que, bon, tu l'as compris, hein, si quelqu'un frappe à la porte de la salle, une cinquantaine d'années, pas fait de sport toute sa vie, ne vient de commencer qu'il y a 2 mois. Ou juste depuis 10 ans, n'a pas fait de sport. Absolument. Et se pense sportif. Ah ouais, bah là, effectivement, l'approche elle est totalement différente. Ou celui de 30 qui n'a pas fait de sport depuis 10 ans, qui du coup est déconditionné. Ou il n'a pas fait de sport depuis le lycée. Totalement. Bah, tu vois, ce qui arrive souvent. Ça arrive, oui, bien sûr, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Et là, l'approche, elle est bien plus comment dire, bien plus progressive. Et on prend beaucoup nos précautions, en fait. Oui, tu veux pas les blesser. Bien sûr. Ouais. Parce que le premier levier, en fait, c'est qu'ils viennent souvent à la salle. C'est même pas qu'ils s'entraînent de manière intensive, c'est qu'ils reprennent cette logique et cette habitude de venir souvent à la salle. Oui, c'est plus du mode de vie, finalement. Parce qu'en plus, les 3 premiers mois de muscu, ça peut décourager. Je veux dire, tu vas face à la glace, tu as fait une séance de muscu, il n'y a rien qui change. Enfin, il faut un certain temps pour voir les effets. Donc, c'est plutôt rentrer dans leur vie, leur mettre des habitudes, une récurrence, une discipline, le goût de l'effort, devenir un vrai sportif. Et puis au-delà de ça, quand tu t'es pas entraîné pendant 10 ans, ou même que tu n'as pas fait de sport de toute ta vie, on parle d'intensité, effectivement, c'est très important, mais rien que le fait de bouger, ça reste un atout incroyable. Donc faut pas sous-estimer ça. Tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, je t'aurais dit non, bah, attends. Dès le début, on va les tuer. On va les tuer, marche ou crève. Et si jamais tu suis pas, c'est que t'as pas le mental ou t'as pas la discipline. Il y a peut-être des profils qui ont besoin de ça aussi. Absolument. Que ce soit pas trop léger. Bah, sinon, tu te dis non, mais là. Mais tu vois, pour revenir à Christian Thibaudeau, mes coachs en salle de sport, qui sont très au courant de son travail, ils arrivent à le capter direct. Ils discutent 20 minutes avec la personne, ils passent sur le plateau musculation, ça se détermine directement. Mais si tu vois qu'il traîne les pieds ou si tu vois qu'il est nerveux, ça peut pas être forcément le même. Absolument. C'est comme nous avec nos patients, je veux dire, en 3 minutes, on doit sentir c'est un excellent qui on a en face, enfin tu vois, genre, c'est de l'humain en fait. Ouais, complètement. Et puis on doit avoir l'œil. Enfin, tu vois. Et au niveau de ce que vous proposez en termes de progression, sur quelqu'un qui fait du renfort régulièrement, mais qui là veut avoir un coaching pour progresser. C'était quelqu'un qui faisait de la salle 3 fois par semaine, mais c'était pas très cadré. Ça peut parler à des gens. Quelle fourchette de progression en pourcentage? Je vois l'ordre de grandeur de se dire en progression, par exemple, par semaine, ce que tu t'autorises à faire pour pas aller au casse-pipe. Je sais pas, ce serait sur 15 jours, tu vois, progresser de 10% sur les charges, sur... Ah, ça, c'est vraiment difficile à estimer. C'est vraiment difficile à estimer parce que je t'avoue qu'on a des profils qui sont tellement différents, aux objectifs qui sont aussi différents, aux pathologies, ou pour pas parler de pathologie, plutôt aux petites douleurs qui sont différentes. Non, mais pas de douleur. Et comme je te disais, profil, je sais pas, une trentaine d'années, qui a eu l'habitude de faire du sport. C'est plus pour donner des clés aux gens. Mais c'est quoi pour passer le step d'après, tu vois. Quels sont tes conseils pour vraiment devenir le vrai sportif? Parce que là, ils ont leur programme.
C'est d'avoir un programme, en fait. On a quand même compris que soit d'être capable de se créer un programme, soit de s'appuyer sur un coach. Bon, c'est un métier, hein. Non, mais c'est un métier, c'est un si prix, c'est un prix, et c'est un investissement. Ouais. C'est important de s'appuyer. C'est comme moi, je suis nul en plomberie et je suis pas très bon en bricolage. Et ben du coup, je prends un expert qui vient m'apporter son savoir-faire, son savoir, tu vois. Enfin. Mais t'as bien vu qu'en musculation, c'était encore difficile de s'adresser à un coach, hein. Par rapport aux autres sports, je parle. Pourquoi ? Quand tu veux progresser au foot, tu t'inscris dans un club, tu as un entraîneur. Quand tu veux progresser au tennis, tu as un entraîneur. Enfin, je doute que des personnes commencent un sport qui n'est pas de la musculation en se disant je vais tout faire tout seul et je vais progresser. Alors qu'en muscu, c'est vrai. C'est pas rare de voir des personnes, enfin, je pense même que c'est la majorité des personnes qui pensent pouvoir se gérer toutes seules. Parce que les salles ont changé aussi. Ah bah là, me lance pas ça. C'est ton sujet. Il est énervé. Me lance pas sur ça, on est parti jusqu'à 22h. C'est comme ça qu'on va le tenir. On est parti jusqu'à 22h. Mais t'as tout à fait raison, les salles ont changé. Et je voudrais pas jeter la pierre sur les salles low cost. Les commerciales. Les salles commerciales. Les chaînes. Les chaînes, exactement, merci, je cherchais le mot. Parce qu'elles ont plein d'avantages. Et elles ont le mérite d'avoir fourni un espace pour beaucoup de personnes pour qu'elles puissent s'entraîner. Mais c'est clair que le format des salles de sport aujourd'hui, il n'encourage pas à la progression. Il n'y a plus d'encadrement. Et à l'accompagnement. Oui. Et aux professionnels qui font le taf. Bien sûr. Au final, on a un gigacycle qui est sport et longévité. Donc finalement, l'objectif pour toi, c'est de faire des squats à 80 ans. Ouais. Pourquoi pas un marathon ? Est-ce que la performance en soi, c'est pas d'arriver à cet objectif, tu vois ? Est-ce que d'être en bonne santé, parce que tu sais, il y a l'espérance de vie en bonne santé, l'espérance de vie. Ouais. Donc il y a 20 ans d'écart, donc 64 ans, espérance de vie en bonne santé, espérance de vie tout court à 83 ans en France. Sauf que la bonne santé est définie comme l'absence de maladies chroniques, de douleurs ou d'incompétence ou d'incapacité. Donc c'est encore pas être au plein potentiel de sa santé. Ouais. Et si tu veux squatter à 80 ans, si tu veux faire un marathon, tu te dois d'aller chercher ce plein potentiel. Ouais, complètement. Mais tu es en train de soulever un truc intéressant. Parce que là, je suis sûrement face au macrocycle le plus long de toute ma vie. Et ouais. Tu vois, c'est un macrocycle qui va durer 45 ans, quoi. C'est fou. Mais tu as raison de le formuler comme ça. Parce que c'est une très bonne chose d'avoir cet objectif long terme et cet objectif de vie complètement. Tu sais que je me suis, pour le coup, beaucoup posé la question de ce que je veux faire à 80 ans. Mais c'est vrai que peut-être que je devrais m'attacher à faire ce macrocycle de 45 ans. Ça pourrait être intéressant. Rien que pour le fun. Rien que pour voir. Mes mésocycles, du coup, ça serait peut-être des décennies. Mes microcycles, ce serait peut-être des années. Ça serait magnifique. Et à quoi ça ressemblerait d'envisager les choses comme ça. Juste pour le fun, juste pour l'exploration. Je vais faire ça. Ouf. Je vais faire ça. La vidéo, elle va être fatale, les gars. Peut-être pas en vidéo, peut-être que je le ferai moi-même de mon côté. Juste pour visualiser. Tu me diras quand même. Ouais, carrément. Juste pour visualiser les choses. Mais ça peut être un exercice intéressant. Ce sera la programmation à 1000%, quoi. Ah, alors là... ça sera 100% la programmation à 1000%. Mais évidemment que c'est quelque chose qui m'attire parce que dans une logique de prévention, mais aussi dans une logique d'anticipation, c'est un exercice qui me ferait bien plaisir. Là, tu m'as chauffé, là, je suis chaud. Parfait. Je vais prendre mon cahier en rentrant chez moi ce soir, plutôt dans l'avion demain, et je vais commencer à potasser sur ça. Tu vas avoir un peu de temps en plus. Ouais, carrément. Non, là, vous parlez de longévité, mais est-ce qu'on se ménage pas trop pendant nos jeunes années Est-ce que la plupart des gens, je ne parle pas de toi où il se fait 12 séances semaine, mais est-ce que la plupart du temps, est-ce qu'on n'est pas juste en sous-activité et on se ménage trop, que ce soit sur les objectifs sportifs qu'on se donne pendant notre jeunesse, qui va loin, ça ne s'arrête pas à 25 ans, une jeunesse pour moi. En tout cas, quand tu es capable de réaliser pas des exploits sportifs, mais par exemple un projet de marathon ou un projet de travail de force,
Et comment t'envisages, par exemple, toi qui as une fille, je sais pas si t'as des enfants, mais moi, j'aurais sûrement des enfants. Comment envisager ça, en fait, cette transmission, tu vois, du goût de l'effort, de la place de l'activité physique dans sa vie. Tu vois, c'est vraiment, pour le coup, c'est un vrai investissement pour nos enfants et les générations futures. Ouais, et c'est un sujet très important qui, à mes yeux, ne repose pas uniquement sur les parents, mais qui repose sur tout le reste, mais la société en général. Est-ce qu'on a la culture du sport? Est-ce qu'on a la culture du sportif? Est-ce qu'être sportif, c'est valorisé? Est-ce que c'est valorisé à partir du plus jeune âge? Dans quelles conditions on a la possibilité de faire du sport? Comment est-ce qu'on est encouragé à le faire? En fait, c'est plein de questions qu'on mérite de se poser. Mais comme on l'a dit juste avant, pouvoir accumuler de la progression sur les premières années de sa vie, c'est se créer un héritage. C'est se créer un héritage et on a vu à quel point ça pouvait être déterminant pour la suite de sa vie. Tu vois, on parle des gens qui sont sédentaires aujourd'hui. Est-ce qu'ils le seraient dans les mêmes conditions si jamais ils avaient fait du sport plus tôt? Probablement que non. Ils partiraient de plus haut, quoi. Ouais, tout à fait. Mais t'as dévié de mon point. Pardon. Je vois les tactiques... les tactiques de manipulation. De Vincent, ouais. Mais non, c'était un postulat qui était qu'on était en sous-entraînement et forcément en suralimentation. Ouais. Peut-être pas pour tous. Mais on est dans cette société qui nous pousse au confort, à trop manger, à pas assez dormir, à pas assez bouger. Et des fois, les gens s'inquiètent de faire trop, alors que vous inquiétez pas. On en est loin. Non, tout va bien. Ouais. Vous allez vous adapter. Mais c'est sûr que si tu vas aller trop vite et que t'en fais vraiment trop, mais je pense qu'on sous-estime la capacité d'adaptation. Ah oui, clairement. Clairement. Et pour moi, ça fait aucun doute qu'on pourrait faire plus. Ça ne fait vraiment aucun doute. Mais la faute à qui? Est-ce que les gens savent quoi faire? Est-ce qu'ils savent dans quelles conditions le faire? Parce que si tu t'adresses à la population générale et tu leur dis « vous ne faites pas assez », en fait, ils savent même pas par où s'y prendre. Tu vois ce que je veux dire? Finalement, par où s'y prendre, c'est si on devait revenir sur des choses concrètes, parce que faire 5-6 entraînements semaine, c'est très chronophage et c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Et moi, c'est vraiment pas dit que j'ai... Mais être un vrai sportif, c'est 5 entraînements semaine, on l'a dit. Mais voilà. Et du coup, pas de compromis. Mais non, pas de compromis en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis d'accord avec toi, en pas vrai. De compromis. En vrai, non, je suis d'accord avec toi. Il faut marcher que 30 minutes, Ah non. Eh non, oui. Oui. En fait, si on veut une société qui aille bien, il faut en fait donner des objectifs qui sont atteignables et qui sont, faire 5 fois du sport par semaine, c'est possible. C'est une question de choix. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, ça semble impossible. Est-ce que c'est vraiment impossible? Non, t'as raison. C'est possible pour tout le monde. Avec la course à pied, par exemple. Bien sûr. C'est magnifique. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est 100% accessible. C'est 100% accessible. Mais dans l'état actuel des choses, comment notre société est organisée, comment nos horaires de travail sont organisés, pour certaines personnes, réellement, bien sûr. Ça semble impossible. Tu vois? Il y a des stratégies qui reviennent quand même. Moi, mes patients qui sont les plus en forme, parce que je leur demande, un patient de 50 ans qui est... c'est le matin. Qui est... non. Patient de 50 ans qui a une famille et qui fait très sportif pour le coup, parce que ça finit par se voir. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et ils font le sport entre midi et 2. Okay. Voilà. Ils ont la possibilité, comme ça, c'est tranquille. Ils gèrent les enfants le matin. Entre midi et 2, ils ont la chance, pour certains, d'avoir du temps pour pouvoir s'entraîner. C'est ceux qui ont la chance d'avoir au moins 1h30 pour avoir le temps de s'entraîner, prendre la douche et manger. Donc, possiblement avoir une salle de sport à proximité et ou d'avoir une douche au travail. Ouais. Et sinon, on a l'exemple de Maxime aussi, de 1000%. Lui, il se réveille à 5h. Et donc, il va faire son sport. Et quand il revient, il est déter pour s'occuper de ses enfants. Et ça, c'est... Il fait du sport depuis longtemps? Ouais, il a toujours été sportif. Voilà. Ouais. Donc, tu vois, on en revient à ce qu'on disait. C'est que ça passe aussi par notre héritage et les prochaines générations. Plus tôt ce sera inculqué et plus tôt ce sera pris comme automatisme et mieux ce sera. Donc, tu vois, quelqu'un qui a fait du sport toute sa jeunesse, arrivé à 45-50 ans, tu lui dis la pause déjeuner, on va faire un petit footing. Il dit, mais ok, je suis chaud. Oui. Parce que je sais que c'est associé à de bonnes sensations, à l'atteinte d'objectifs et ça va pas être perçu comme une contrainte. Quelqu'un qui n'a pas fait de sport
et tu lui dis vas-y, on va faire un footing entre midi et 2, on va faire de la musculation. Non, j'ai ma salade Sodebo, il y a un petit peu de soleil, je vais bronzer un peu. Café, clairement, c'est pas au centre de ses priorités. Mais pour un enfant, la meilleure chose à faire, c'est qu'il te voit faire du sport le plus tôt possible. C'est vrai. Et comme ça, pour lui, il va faire la même chose. Hein. Il va se dire c'est normal de... Ok, bah, il fait ses pompes dans le salon. Je sais pas si vous salon. avez vu, mais je vois de plus en plus de minots courir avec leurs parents. Ouais. Je pense que ça, c'est un nouveau phénomène. Le vélo. Des enfants de 10 ans qui suivent leurs parents en courant. Moi, il me fallait un ballon pour courir, enfin, tu vois. Mais je sais pas, mais je vois ça en ce moment et ça me fait rire, quoi. Ouais. Et en même temps, c'est sûrement un moment partagé entre père et fils ou mère et fils. Mais tu vois, est-ce que ça passe aussi par notre génération? Vous avez la trentaine, les gars, à peu près. Ouais. C'est ça? Nos enfants, étant donné que nous, on est sportifs, bah, j'espère qu'ils pourront avoir ce modèle qui leur permettront de s'identifier et de conserver ce genre d'habitude, ou plutôt d'intégrer ce genre d'habitude dès le plus jeune âge et de les conserver le plus longtemps possible. Donc ça, c'est clair. Pour conclure, on pourrait faire un petit coucou à Alexandre quand même. Eh oui, Alex, où il est en vacances. Ouais. Bah force à toi, Alexandre. Il kiffe. Mais c'est surtout le plus grand sportif de l'équipe 1000%, ultra trailer. Donc ça fait du sport tous les jours aussi. Et donc voilà. C'est du bi-quotidien. Hein. Ouais. Ah ouais? Oui. Il y a de la course le matin. C'est pas le vrai sportif, c'est le très sportif. Ouais. C'est ça. Merci Nassim, en tout cas, on s'est régalé. Avec plaisir, c'était cool. Hein. Ouais. Ça passe vite. Hein. Peut-être le petit conseil lecture de Nassim, ce serait quoi? Le petit conseil ou le conseil 1000%. Peut-être pas le conseil lecture. Il s'accroche au siège. Ouais. J'agrippe le siège là. Le conseil 1000%. Et peut-être avant, je rebondis sur un truc que tu avais mis, c'est... tu avais fait dans une vidéo, tu avais dit... je le garde. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit Non, ça va. Et tu avais dit, désabonne-toi si le contenu que tu regardes ne te pousse pas à agir. Ouais. Et s'il ne te pousse pas à aller être dans l'action et être proactif, quoi. Mais complètement. On est abondé d'informations. On est, il aime bien ça, la société obésogène dans l'information, peut-être surabondance de nourriture, surabondance d'informations, et du coup on est un peu perdu là-dedans. Complètement. On a un temps d'attention qui est limité. Hein. Alors si ce temps d'attention il est grappillé par des choses qui ne nous rapprochent pas de notre objectif, c'est quand même problématique. Alors je voudrais pas non plus basculer dans l'extrême inverse où on est dans la productivité extrême. Oui. À vouloir que tout ce qu'on regarde et tout ce à quoi on est confronté serve à quelque chose. Il y a de la place aussi au divertissement, il y a de la place à la relaxation, mais il faut quand même en être conscient. Mais c'est sûr que les abonnements, réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc., il faut être honnête avec soi-même. Il y en a certains qui ne servent à rien, qui ne nous servent à rien. Et au lieu de les conserver, par habitude ou par mimétisme ou par pression sociale, ça dégage. Faut encore prioriser. Et la bonne nouvelle, c'est que une fois que ça dégage, on ne s'aperçoit même pas du manque. Parce qu'il n'y en a pas, justement. Et c'est quoi ton conseil à 1000% Désabonnez-vous de Nassim. Mais tu vois, avant même que tu dises désabonnez-vous de moi, mais clairement, si jamais mes vidéos, elles ne vous servent à rien. C'est fort de dire ça. C'est comme de dire, en fait, je peux plus progresser en muscu, j'arrive au prime de ma musculature, c'est magnifique. Mais il n'y a aucun problème. J'ai aucun problème avec les personnes qui se désabonneraient d'une chaîne. Ouais. T'as appris En plus, ma chaîne, elle est très spécifique. Je t'apprends à faire de la muscu. Une fois que t'as appris, tu peux partir. Je ne t'en voudrais pas de te désabonner de la chaîne. Si t'as réussi à prendre du muscle avec mes conseils, c'est gagné. C'est gagné. Aucun problème avec ça. Donc, je fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Évidemment, j'ai pas une chaîne de divertissement ou quoi que ce soit, même si j'essaye d'apporter un petit peu de dynamisme aux vidéos. Donc, je suis tout à fait OK avec ça. Le contenu se renouvelle quand même, Nassim. Ouais, il se renouvelle. Mais après, il se renouvelle plutôt dans la manière de partager les conseils. Voilà. Mais pour en revenir à ta question, et avant même que tu parles de cette vidéo et de désabonnement, j'allais dire le conseil 1000%, c'est ne vous posez pas de questions. Dans le sens, une fois que vous avez fait le travail en amont, l'application, c'est pas le moment de la réflexion. L'application, c'est le moment d'appliquer et pas de réfléchir. Et il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à s'engager au sens large du terme. Ça peut être s'engager dans une relation, dans un travail ou dans un programme d'entraînement. On a du mal à s'engager et de se dire « Ok, j'ai pris un engagement, je me suis fait une promesse, j'ai fait le travail nécessaire en amont, je ne vais pas déroger à ma promesse
jusqu'à la fin du macrocycle. Et à la fin du macrocycle, je dresse l'état des lieux. Est-ce que ça m'a fait progresser? Oui ou non? Est-ce que j'ai pris du plaisir? Oui ou non? Est-ce que je suis prêt à recommencer? Oui ou non? Et on refait le même principe. On travaille, on applique. Et ben, c'était exceptionnel. Masterclass. Je m'en ferai un extrait de celui-là parce qu'il était pas mal. C'est vrai. T'as raisonné là, en fait. Touché plus le siège et tout, là. Ouais. Je le posterai sur mes réseaux, il sera sympa. Nassim, c'était trop bien. Parfait. Merci les gars. Ouais, merci. C'était avec plaisir, c'est passé super vite et je suis très content d'y participer. Magnifique. Bon, et à bientôt pour les auditeurs de 1000%. On était vraiment très contents. On a beaucoup de chance, Pierre, quand même. Ouais, on s'est régalé. On est là sur un canapé et tout. On a trop de chance. Il fait beau, la vie est belle. Merci de nous suivre. Salut les gars. Ciao tous. Ciao. Ciao.